Avec un sucre ? Tu dois faire un test d'abord pour voir si c'est ok ou pas. Avec un sucre ? Un podcast imaginé et présenté par Philippe Haïm. Voilà, on va faire un podcast super intéressant. Interview, réflexion, psychologie, hypnose, thérapie, actualité, musique, société. Et si je parle trop vite, interromps-moi parce que j'ai tendance à parler très très vite. Ah, Donc il fait un signe et il faut que je ralentisse en fait. Non mais en fait ça va sur les sucre. podcasts, il y a des gens même qui écoutent en accéléré les podcasts. Donc pour une fois ils accéléreront pas trop. Ah ouais, ok, ils sont au rythme normal alors. Exactement, ils sont au rythme normal. Alors bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de ce podcast qui s'intitule Avec un sucre, parce qu'à chaque fois je pose toujours la même première question à l'invité qui vient. Alors Anya, est-ce que tu bois ton café avec un sucre ? Alors je bois pas de café. Voilà, donc déjà tu bois pas de café. Je bois une infusion mais je prends pas de sucre non plus. Une infusion sans sucre, comme ça on a le vrai goût de l'infusion, remarque. Tout ça à peut fait. être. Voilà, et bienvenue donc à tout le monde. Et aujourd'hui je reçois Anya Tsai et je suis extrêmement content de la recevoir. Vous l'avez peut-être vu dans un reportage qui a fait le tour un petit peu des réseaux sociaux, qui a été tourné par Combini, Oui. et qui parlait du travail d'Anya sur des groupes de parole dans lesquels elle reçoit des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, et ce groupe qui s'appelait Les Résilientes, qui s'appelle toujours Les Résilientes, son association. Et donc ce reportage m'avait beaucoup frappé, beaucoup touché, et je m'étais dit tiens, j'aimerais bien la rencontrer. Et voilà, et puis finalement ça s'est fait un peu par hasard, par des connaissances communes, et je suis vraiment ravi de te recevoir et de te recevoir pour discuter de ça, parce que moi, en tant que psy, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup autour de la question donc, du psychotraumatisme. Ça soulève beaucoup de questions de société, du monde dans lequel on vit, et c'est un sujet qui est de plus en plus discuté, de plus en plus parlé dans les médias, les réseaux sociaux, et globalement c'est une bonne chose. Donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, qui intrigue parfois, fascine, questionne. Moi qui m'intéresse depuis un bon moment en tant que thérapeute, mais aussi en tant que, on va dire, moi en tant que consommateur de réseaux sociaux. Voilà, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Et ce reportage, j'ai pas été le seul, il m'a beaucoup frappé, beaucoup touché, beaucoup attiré l'œil. Et voilà, donc j'avais envie de te poser plein de questions là-dessus et qu'on puisse échanger sur cette question-là, qui est une question hyper importante et passionnante. Mais peut-être avant d'entrer là-dessus, j'aurais bien aimé en savoir plus sur toi, sur ton parcours, d'où tu viens et comment t'en es arrivé à ça, quoi, à faire ces groupes de parole, et à ce qu'on se rencontre autour de ça. Merci Philippe pour l'invitation, je suis ravie d'être là Avec pour plaisir. ce podcast. Alors comment j'en suis arrivée aux Résilientes ? Moi-même je suis une ancienne victime. Dans mon enfance, j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 41. Et moi, en fait, pendant 20 ans, j'en ai pas du tout parlé. Donc, après ce qui m'est arrivé, j'ai choisi de garder le silence. Donc moi, je pensais à l'époque, moi j'étais très jeune, mais je pensais qu'en n'en parlant pas, c'est une façon de contrôler en fait mon passé. Et je me suis dit, avec le temps, petit à petit, j'ai oublié. Puis je n'ai pas envie que mes parents le sachent, je veux pas leur faire de la peine. Ouais. Et donc, moi, c'était vraiment une façon de pouvoir, oublier ça. Donc ça, c'était le choix que j'avais fait. Et puis moi, il y a 5 ans, j'ai commencé à libérer ma parole. Donc si tu comprends bien, c'est comme si ne pas en parler permettait que ça n'existe pas en quelque sorte. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça en fait. Ne pas en parler, je me suis dit, petit à petit, ça va s'effacer de ma mémoire et c'est comme si ça n'existait pas. C'est une façon de minimiser en fait. Donc je sais pas si j'étais vraiment dans le déni. Je pense pas que j'étais dans le déni moi, mais j'étais dans la minimisation de ce qui m'était arrivé. Non, moi j'aurais dit même que tu cherchais une solution quelque part. Oui. Sauf que ça marchait pas. Ça marchait pas trop, mais moi je voulais vraiment avoir le contrôle, tu vois. Je me suis dit, ça je ne l'ai pas choisi, mais je peux contrôler ce que je vais en faire. Donc c'est-à-dire que choisir ou pas d'en parler, pour moi ne pas en parler, c'est une façon, comme tu dis, que ça n'existe pas. Pour moi ça n'existe pas, enfin ça n'existe que dans ma tête. Et si mes proches ne savent pas, mes parents ne savent pas, ça n'existera pas pour eux. Donc, ça existe que pour moi. Moi, je peux contrôler mon propre ressenti, mes sentiments, et je peux les refouler. Donc ça, c'était ma perception des choses quand j'avais 15 ans, en fait. D'accord. Et ça a duré 20 ans comme ça. 20 ans. Alors, c'est vrai que moi, c'était pour raconter rapidement mon histoire, moi, c'est un cambriolage qui a mal tourné. Donc, moi, c'était en pleine nuit, des hommes sont introduits chez nous. Donc, j'habitais avec mes parents, ils étaient commerçants, ils avaient un atelier de maroquinerie. Et en pleine nuit, des hommes sont venus chez nous armés, cagoulés, donc ils avaient des couteaux. Je peux pas les reconnaître parce qu'ils avaient,
je voyais avec leurs yeux. C'est des gens, moi je suis chinoise, donc les gens qui m'ont fait ça, c'est des gens de ma région qui sont chinois aussi. Et moi j'étais réveillée en pleine nuit avec un oreiller sur la tête en essayant de m'étouffer. Donc moi j'ai cru que c'était un cauchemar, etc. Et il arrivait la même chose à mon frère et à mes parents, voilà. Et moi j'étais ligotée, j'étais bâillonnée, j'étais séquestrée en fait, donc ils m'ont mis... Mais je vais très bien, je te rassure, voilà. J'en parle, voilà, mais je vais très bien aujourd'hui, voilà. Mais c'est vrai que bon, qu'on puisse comprendre les circonstances. Ouais. Et c'était où? C'était à Paris, dans le 10e. Dans le 10e. Et moi, j'habitais au-dessus de l'atelier de maroquinerie, donc voilà, c'était un duplex. Le rez-de-chaussée, c'est l'atelier, mes parents, ils fabriquaient des sacs. Et à l'étage, on habitait, voilà, avec mon frère et mes parents. Et donc, ils ont séquestré tout le monde, enfin, ils ont... Voilà, nous, on était séquestrés, torturés. Donc, nous, on a été ligotés, bâillonnés. Ils ont pris du scotch pour me masquer les yeux, du scotch sur la bouche pour que je puisse pas crier, voilà. Et on a été ligotés au niveau des poignets, des jambes pour qu'on puisse pas s'enfuir. Bon, je peux comprendre parce qu'ils avaient peur qu'on appelle la police ou qu'on crie en pleine nuit, que ça alerte les voisins. Donc, on a eu tous le même sort, en fait, toute la famille. Et après, il y a eu des tortures, voilà, des tortures mentales. Enfin, ils ont blessé un peu ma mère, donc elle a saigné. Et puis après, il y a eu, voilà, ils essayaient de nous tirer plus d'argent. Donc en fait, je me rappelle, ils ont sorti mon petit frère de ma chambre à un moment. Et là, ils ont commencé à dire à mes parents. Bon, ça, j'ai su après. J'ai su parce que j'ai lu le rapport procès-verbal après. Mais ils ont dit à mes parents, il faut nous donner plus d'argent, sinon on va couper le pénis de votre fils. Donc c'était ce genre-là de torture. Bien, ils l'ont pas fait, bien sûr, mais à ce moment-là, en fait, on s'en fiche de l'argent. Oui. Mes parents, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et puis, et moi, cette nuit-là, moi, c'est arrivé dans ces circonstances. Donc déjà, en fait, le cambriolage, c'est un viol de l'intimité. Donc dans mon cas, on va dire que c'était double viol, en fait, une double peine. Et quand ils ont sorti mon petit frère de ma chambre, je me suis retrouvée seule dans ma chambre. Et j'étais pareil, ligotée, bâillonnée. J'ai aucun souvenir visuel parce que j'avais toujours du scotch sur les yeux. J'ai que des souvenirs auditifs. Alors, olfactifs, j'ai pas l'impression d'en avoir, mais c'est que des souvenirs auditifs que j'ai. Et c'est dans ces circonstances-là que c'est arrivé. Un des hommes était un violeur ou un pédophile, enfin je sais pas comment l'appeler, parce que j'étais vraiment jeune à l'époque. Et voilà. Et moi je me suis dit, je ne vais pas en parler parce que déjà c'était auditif et sensoriel, kinesthésique. Sensoriel, kinesthésique, tout à fait. Et après moi j'en ai pas parlé parce que mes parents avaient vécu la même nuit que moi, sauf que eux n'ont pas vécu les violences sexuelles, ils ont vécu tout ce qui est violence, séquestration. Ils ont pas su ce qui t'était arrivé dans cette chambre. Non, ils l'ont pas su en fait, parce que j'étais toute seule et mes parents étaient avec mon petit frère et ils étaient, on va dire, quand même torturés, ou même mentalement, mais c'était très dur aussi. Et ils étaient aussi, pareil que moi, ligotés, bâillonnés, avec des hommes qui nous menacent avec leurs couteaux, etc. Et cette nuit-là, je me suis dit, voilà, quand c'est arrivé, à ce moment-là, je me suis dit, cette nuit-là, je vais mourir. Et j'ai pas dit à mes parents que je les aimais, j'ai pas dit à mon petit frère que je les aimais, j'ai 15 ans. Aujourd'hui, c'est ma dernière nuit sur Terre, mais vraiment, c'était ce que je ressentais. C'est vraiment l'idée que tu avais à ce moment-là. C'est l'idée que j'avais, et donc finalement, je suis pas morte. Parce qu'aujourd'hui, je suis devant toi, tu vois. Non, tu es pas morte, mais j'étais morte d'une certaine façon intérieurement. T'as eu une certitude que ça allait arriver, quoi. Voilà, et je savais que ça allait arriver quand le gars, un des hommes a commencé à me tripoter, me toucher. Je me suis dit, oh mon Dieu, il se passe un truc pas net, hein. J'avais 15 ans, bon, j'étais vierge, mais je comprenais pas grand-chose à la vie, mais ça, je comprenais que c'était pas normal, en fait, ce qui m'arrivait. Bien sûr. Et bon, après, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué à ce moment-là, parce que ils étaient plusieurs, en fait. Je pense qu'ils étaient 5 hommes, je peux pas dire exactement combien, mais il devait être 5 hommes. Et à un moment, il est venu plusieurs fois dans la chambre me tripoter, puis là, il a commencé à m'enlever le scotch de mes jambes et me baisser ma petite culotte. Et un des hommes, ça, je me rappellerai toujours sa phrase, il a dit, oh, surtout, non, fais pas ça, tu vois pas, c'est une enfant, ne lui fais pas ça. Bon, il l'a dit en chinois dans mon dialecte. Ouais. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais il y en a un qui est humain, en fait. Enfin, j'ai vraiment pensé ça, j'ai dit, il y en a un, en fait, parmi ces monstres, en fait, il y en a un qui a un cœur, et peut-être que c'est ce que cet homme dit, et ça va peut-être me sauver, parce que j'avais peur, en fait, de ce qui allait m'arriver. Et l'autre lui a dit, tais-toi, ferme ta gueule. Donc je suppose qu'il est sorti de la chambre, parce que je sais pas s'il est resté ou pas, mais sachant qu'ils étaient tous déjà complices dans le crime qu'est le cambriolage avec séquestration et torture, ils ne pouvaient pas se balancer les uns les autres, mais je me dis quand même, parmi ces hommes, il y en a un qui a réagi, qui a dit non mais c'est pas normal, ne lui fais pas ça parce que c'est une enfant. Et c'est vrai que j'étais une enfant à l'époque, franchement, j'ai eu ma puberté assez tard, à 15 ans je venais à peine d'avoir mes règles, enfin je ressemblais à une fillette de 12 ans, et je pense que ça n'aurait pas dû arriver, le cambriolage était prémédité, le viol, je sais pas si c'était prémédité ou pas. A priori c'était les circonstances, et donc moi je me suis dit cette nuit-là, je peux pas me plaindre parce que je ne suis pas morte, et moi je pensais que j'allais mourir, donc je me suis dit je m'en tire pas trop mal en fait dans cette histoire, je suis quand même vivante donc je peux pas me plaindre, enfin il aurait pu m'arriver pire. Et donc là commence un peu ce processus finalement tu vois qui commence à poindre de rationaliser
bah, finalement j'aurais pu mourir, Ouais. donc de ce qui m'est arrivé, je vais avoir une espèce de rationalisation que c'est moins grave que T'es mourir. très très dans le mental, en effet. Hein, Je c'est ça. réfléchissais beaucoup comme ça. Donc comme j'ai l'impression que c'est moins grave que mourir, donc Oui. je vais me servir de ma tête pour trouver un truc, donc, à fait. et puis je vais pas en parler à mes parents parce qu'avec déjà ce qu'ils ont subi, Ouais, on était déjà un peu... et puis si j'en parle pas, ça n'existe pas, quoi. Ouais, ça n'existe pas, pour moi, ça n'existe pas, ou ça n'existera plus au bout d'un moment. Ça existait sur le Ça moment. finira par partir. Ouais. Je me suis dit, c'est comme un chagrin d'amour, tu vois, ça va partir Ouais. avec le temps. Je les compare vraiment souvent comme ça parce que je me dis, bah, avec le temps, on a tous eu des chagrins d'amour ou des amours d'enfance qui Bien n'étaient sûr. pas réciproques. Et je me suis dit, ben, avec le temps, ben, c'est parti, j'ai plus eu ces chagrins-là. Ben, pour ça, c'est pareil, je vais appliquer le même processus. Je vais pas y penser, je vais pas en parler. Comme ça, au bout d'un moment, le temps fera son œuvre et ça va s'effacer. Et ça finira par Ça, s'effacer. voilà, bon, ça marche pas trop. Hein. Je précise, pour moi, ça n'a pas marché. Mais... Alors on voit bien, vraiment, donc, que on voit bien qu'il n'y a pas de logique au final. On a l'impression que dans la logique, ça devrait faire ça. Ça ne le fait pas. Moi, et que la logique, c'est que le mental devrait diriger le physique. Et on voit bien quand même que l'empreinte traumatique, eh ben, elle est physique. Il s'est passé quelque chose au niveau du corps. Et c'est pas au niveau de la raison que ça se résout. Toi, avec la raison, tu as un raisonnement qui est hyper logique et qui est valable pour tout plein d'événements négatifs. Je ne sais pas si c'est logique, mais bon, en tout cas, c'était ma logique à moi à l'époque. Il y a une certaine logique dans le sens où, comme tu fais le comparatif avec un chagrin d'amour, un chagrin d'amitié ou un événement négatif, il y a un certain nombre d'événements négatifs où on a tendance à dire aux gens, et des fois ça marche, c'est-à-dire on a tendance à dire dédramatise. Si tu as vécu un chagrin d'amour, peut-être tu vivras un amour qui se passera mieux. Si tu as vécu une défaite dans un match, peut-être le prochain match, tu vas gagner le match. Et là, on se dit, ben, peut-être ça peut marcher pareil, je peux peut-être me dédramatiser, comme tu vois, comme tu essaies de faire en mettant une hiérarchie. Non mais attends, j'aurais pu mourir. J'essaie de relativiser aussi par rapport à ce qui m'était arrivé. Je me dis, ah là là, mais ça aurait pu être pire finalement. Ben, j'étais persuadée, je t'assure, que j'allais mourir. Je me suis dit, après son crime, après le viol, le gars, il va me planter son couteau, parce que j'avais bien vu le couteau avant qu'il me mette le scotch, j'ai bien vu la lame. Je dis, bah là, il va effacer toutes les traces du crime, donc il va me poignarder, il va me tuer, et après il va tuer toute ma famille, et ça va se finir en bain de sang. Mais moi, je faisais déjà le film dans ma tête, tu vois. Donc, pendant que ça arrivait, j'étais là, mais sans être là, parce que j'avais une longueur d'avance. Je me dis, oh là, voici ce qui va arriver après. Et malheureusement, je peux pas dire à mes parents que je les aime, et je pensais ça, et j'ai dit, ah mais c'est triste, je veux pas mourir aujourd'hui à 15 ans dans mon lit, comme ça, toute seule. Et c'est pas dans ces conditions-là. Et je me suis dit, j'ai 15 ans, j'ai jamais connu l'amour, j'ai jamais embrassé de garçon. J'ai dit, ah, c'est trop triste de mourir dans ces circonstances. Mais je pensais vraiment à ça. Et je me dis, mais j'ai pas envie de mourir, pitié, je veux pas mourir. Donc en fait, peut-être que ça me permettait aussi de pas me focaliser sur ce qui m'arrivait, en fait. C'était une forme de protection, je pense, de faire ça aussi. Parce que comme je te dis, j'étais là, mais sans être là, j'étais déjà un peu ailleurs, en fait. Oui, tu décris bien le processus de dissociation, finalement. Ce qui arrive est tellement angoissant que finalement, je coupe un peu certaines fonctions. J'anesthésie certaines fonctions. Non, j'étais anesthésiée, mais je savais ce qui m'arrivait. Donc je vais pas dire que j'étais complètement dissociée, mais ça me permettait de focaliser mon attention sur autre chose qui était mon... C'est le principe de la dissociation, justement. Je sais ce qui se passe là et ce qui se passe là-bas. Et je suis dans les deux endroits en même temps, avec cette espèce de... Quand je dis anesthésier, c'est aussi anesthésier physiquement, par exemple. Je sens plus certaines sensations, ou j'entends plus certains bruits, et je reste focalisé alors sur des pensées ou sur autre chose, sur cette rationalisation, que va-t-il se passer après avec des images, un film. Puis moi je priais aussi dans ma tête, je me disais ah mon Dieu, pitié que je ne meure pas, et donc j'étais focalisée sur ça, et je pense que ça m'a aidé aussi en fait à peut-être moins souffrir. C'est le principe. Alors effectivement, c'est ce qu'on se dit, c'est que c'est comme ça qu'on a tendance à voir le trauma. C'est-à-dire que la dissociation est un mécanisme de protection, et il prend la forme extrême de la sidération au moment du trauma. Et donc, après avoir été un mécanisme de protection, le problème est que la personne a tendance à se redissocier, et après avoir été un mécanisme de protection, ça devient le mécanisme qui l'embête, en fait. Finalement, elle revit cette dissociation, en essayant d'éloigner la pensée de ce qui s'est passé, ça lui revient dans la figure de façon... inopinée, de façon non voulue, par surprise ou par moment, ce qu'on appelle les flashbacks, etc. Et plus elle essaye d'éloigner, ce qui est logique, hein, s'il y a quelque chose que j'aime pas, j'ai envie de l'éloigner, plus elle essaie de l'éloigner, plus ça lui revient, etc. etc. Et donc, la raison n'a pas l'air de fonctionner. Non, la raison ne fonctionne pas, mais moi j'étais vraiment extrêmement dans le mental, et souvent je me faisais des films. Après, voilà, nous on a porté plainte pour le cambriolage. En fait, mes parents voulaient pas porter plainte au départ, mais c'est parce que ces personnes-là, en fait... mes parents ont réussi à recouper, en fait, ils ont trouvé par les tu sais, les appels qui venaient, parce qu'en fait, ces personnes, en fait, une des personnes nous a appelé après le cambriolage
il y avait comme des représailles et ils me disaient on sait où vos enfants vont à l'école, on peut les kidnapper, on peut demander une rançon, on veut plus d'argent. Enfin, il y avait du chantage comme ça après. Donc à un moment, quand ça c'est après le cambriolage. C'était après le cambriolage, parce qu'au début on ne s'est pas dit on va porter plainte. Et après mes parents se sont dit non mais quand même ça peut pas durer et là on va les porter plainte parce que ça devient insupportable. Et puis peut-être qu'ils avaient aussi peur qu'ils mettent, je sais pas, leur projet à exécution, et ils se sont dit peut-être qu'en portant plainte, on aura peut-être une surveillance policière dans le coin, je ne sais pas, en fait, ils sont pas, mais c'était pour couper court aussi aux menaces, en fait, qu'on avait. Donc, ils l'ont pas mis à exécution, ces menaces. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai été auditionnée à la police, voilà, avec mon petit frère, et puis, on a été auditionnés pour le cambriolage, et ce jour-là, je pense que ce jour-là, peut-être que j'aurais pu parler, parce que je me rappelle très bien, j'étais face au policier, mais j'étais face à un homme, en fait. Enfin, j'étais face à 2 hommes, parce qu'il y avait mon petit frère à côté, et puis on avait chacun un policier. Et puis à un moment, le policier me disait, mais petite, t'es sûre qu'ils t'ont rien fait? T'as rien d'autre à nous dire? Ils t'ont pas fait quelque chose en plus? Et moi, je dis, non, ils m'ont rien fait, laissez-moi tranquille, voilà. Donc après, il m'a dit, si t'as un truc à dire, tu peux revenir, etc. Donc, bon, ils avaient un doute, hein. Je pense qu'il a une suspicion, parce que peut-être que j'avais un comportement bizarre, ou je ne sais pas. Mon frère, on lui a pas du tout posé cette question, mais qu'à moi, il m'a demandé, ils t'ont rien fait d'autre? Je dis, non, on a rien, je veux qu'on me laisse tranquille. Non, il m'a rien fait du tout. Donc je pense que, je sais pas, il m'a tendu une perche que j'ai pas su attraper ce jour-là en fait. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu des perches comme ça pour pouvoir libérer ma parole et j'ai pas su les saisir parce que je n'étais pas prête. T'étais pas prête, voilà. Et puis t'avais tout ce rationnel. J'avais ce rationnel. Après, j'avais aussi la peur parce que mes parents, comme ils ont trouvé en fait avec les numéros d'appel qui nous avaient appelés ils ont coupé, ils ont vu que un des complices en fait était quelqu'un qui avait travaillé pour nous. Donc quand j'ai su ça, je me suis dit mon Dieu, il y a un des hommes ou peut-être que c'est le violeur qui a. Si je dis à mes parents ce qui m'est arrivé, j'ai peur que mon père aille retrouver le gars et se faire justice et le tuer. Et par ma faute, il ira en prison, ça va se terminer en bain de sang. Ah non, mais j'ai eu un scénario comme ça dans ma tête, même s'il y avait une probabilité de 1 chance sur, je sais pas, 1000 ou 1 chance sur 1 million, je ne pouvais pas me permettre en fait de provoquer quelque chose. Et je me suis dit, le fait de contrôler ma parole, ça c'est sous mon contrôle en fait. C'est-à-dire que je peux maîtriser ce que je vais dire ou ne pas dire, et en ne disant pas à mes parents, je ne rends pas ces choses possibles. Parce que je me suis dit, mais c'est possible que mon père puisse se venger. Je ne pense pas qu'il aurait fait mon père. Mais je me suis dit, on ne sait pas comment les gens peuvent réagir quand on touche à ses enfants. Et j'avais vraiment peur de ce que je pouvais provoquer en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Donc j'ai protégé un peu ma famille comme ça, sûrement des réactions qu'ils n'auraient peut-être pas eues, mais j'avais peur que ça se produise, donc j'ai vivais dans un scénario catastrophe. Scénario catastrophe, Et ça a duré comme ça très longtemps. Très longtemps. Que je n'ai pas parlé pendant... Mais du coup, après, donc t'avais cette pensée que t'essayais de chasser et qui devait venir te réembêter régulièrement. Ouais, souvent les nuits, parce que moi c'était la nuit en fait, c'était arrivé, donc les insomnies, cauchemars. Cauchemars, insomnie... Alors les cauchemars, j'ai jamais eu de cauchemars en fait de la scène. J'ai eu des cauchemars de course-poursuite ou qu'on essaie de me tuer en fait. Moi, c'est vraiment lié. La peur la plus profonde que j'avais cette nuit-là en fait, c'est pas bien sûr le viol, ça fait peur, mais moi vraiment la peur que j'avais, c'est la peur de la mort. Donc souvent, j'ai associé ça. Tous les cauchemars que je faisais, c'est on essaie de me poursuivre pour me tuer. Ah oui, je vois. Donc c'était vraiment ça ma peur la plus profonde. Et après, mais après, du coup, t'essayes de mettre ça de côté, t'as ces nuits qui sont envahies, mais tu vis ta vie. Voilà, je vis ma vie. Après, voilà, ce qui m'a aidé dans ma reconstruction aussi, voilà, parce que c'est vrai que pendant 20 ans, j'en ai pas parlé, mais après, voilà, je me suis mariée, j'ai fondé une famille, j'ai eu 3 enfants, et c'est vrai que j'avais un train-train quotidien. C'est quand t'as des enfants, j'en avais 3 en plus à la suite. Et ça m'a permis de pas me focaliser sur mes problèmes perso en fait. Je me suis focalisée sur mon couple, sur le travail, sur mes enfants. Il fallait s'occuper d'eux, même si j'avais quelqu'un qui m'aidait. Voilà, j'avais une nounou qui m'aidait, mais quand même, les enfants, ça prend beaucoup de temps. Et pendant comme ça une bonne dizaine d'années, j'ai pu mettre un peu mes problèmes de côté. Alors quelquefois ça revenait quand même. Souvent, je te dis, moi c'est la nuit. Tout le temps, c'est les insomnies ou quand je pense trop en fait. La nuit, j'ai une insomnie et d'un coup, je vais réfléchir beaucoup. Mais mes enfants, voilà, mon couple, le travail, ça m'a apporté une stabilité en fait dans ma vie, donc une stabilité familiale et puis même émotionnelle. En fait, j'avais vraiment besoin de ça, donc ça m'a aidé à me reconstruire parce que c'est vrai comme ça, ça m'a aidé à pas peut-être sombrer dans des dépendances, des addictions, des choses comme ça. J'ai vraiment eu cette chance-là d'avoir une stabilité comme ça. Et puis après, c'est vrai que moi, je suis une famille asiatique, on est assez soudés, la famille c'est très important, donc même si on parle pas, on nous encourage pas à parler de nos émotions, à ce qu'on ressent, mais quand même, on a une solidarité entre nous, très forte. La famille, c'est extrêmement important. J'ai eu quand même un socle, j'ai quand même des fondations stables. Et je me suis, même si mes parents me disaient pas clairement je t'aime, ils me prennent pas dans leurs bras. Ça c'est normal chez les asiatiques, mais je me suis toujours sentie aimée et protégée en fait. Donc ça m'a vraiment aidé. Ton conjoint aussi est asiatique. Oui, il est asiatique, il est chinois aussi. Donc en fait, c'est peut-être pour ça qu'on s'est trouvés parce que voilà, on a la même éducation aussi, on a les mêmes valeurs qu'on partage.
Donc ça m'a aidé. Et après, pourquoi j'ai commencé à faire un parcours de reconstruction un peu à retardement, mais on va dire que quand même... Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as eu 35 ans? Voilà, il y a 5 ans, j'ai commencé... Parce que j'avais des gros problèmes de couple, voilà. Et à l'époque, quand on a des problèmes de couple, j'ai plein de choses qui remontaient. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais des choses refoulées qui remontaient à la surface. Et à un moment, je me suis confiée un jour à un ami, parce que ce jour-là, je pense que j'avais tellement ras-le-bol, j'en avais marre en fait. Ouais. C'était un mal-être général, bon, pas que le couple, mais je trouvais que ma vie peut-être manquait de sens ou des choses comme ça. Enfin, voilà, je me questionnais beaucoup sur moi. Et un jour, il s'avère que cet ami était là et je me suis confiée à lui et je lui ai dit ce qui m'était arrivé. Et après, lui, il m'a vraiment encouragée à me libérer ma parole. Et puis moi, ça m'a fait tellement de bien de lui dire aussi ce qui m'était arrivé. Faut dire que c'était un cadeau un peu... Je lui balance ça comme ça, je lui ai dit, écoute, je te dis un truc, je l'ai sur le cœur, mais il faut que je te le dise parce que là, j'en peux plus aujourd'hui, je vais te raconter mes soucis. Il était déjà au courant des problèmes de couple que j'avais. Donc, mais après, j'ai vraiment balancé mon histoire. Et lui, en fait, il m'a vraiment... il a bien accueilli ma parole et puis il m'a encouragée à me libéré. Puis il m'a dit quelque chose qui est très juste et qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, Ania, ce qui t'est arrivé, c'est terrible, oui, ça c'est indéniable. Par contre, c'est ton passé, donc c'est quelque chose que tu peux pas changer. Il faut que tu penses à toi aujourd'hui et à toi demain, en fait. Il faut regarder le présent et l'avenir et regarde pas tout le temps en arrière. Donc il m'a dit ça m'a vraiment aidé. Puis il m'a dit, maintenant je t'encourage, tu vois ce que tu me dis, moi je te crois et maintenant je t'encourage à le dire à ta famille maintenant. Dis-le à ton frère, dis-le à tes amis et les gens ne vont pas te juger pour ce qui t'est arrivé parce que ça fait partie de toi et les gens vont t'accepter tel que tu es. T'as besoin de le dire pour que les gens t'aiment tel que tu es. Et ça m'a parlé en fait, ce qu'il m'a dit. J'ai dit mais oui, c'est juste. Et c'est vrai que moi je lui ai parlé. Le fait qu'il accueille ma parole et qu'il m'encourage à continuer. Et puis je te jure, c'est comme si j'avais lâché un sac de fardeau quoi. Donc je lui ai balancé ça et je me suis sentie tellement légère. Tu t'es sentie tout de suite mieux. Ah mais oui. Mais immédiatement je me suis dit mais pourquoi j'ai attendu si longtemps en fait. Parce que ce qui m'a retenu de le dire aussi, c'est parce que j'avais peur. Je pense comme la plupart des victimes, c'est la peur d'être jugée, j'avais peur d'être rejetée, la peur qu'on ne croit pas, la peur de l'abandon, puis la peur de moi-même aussi. Enfin, j'avais toutes ces peurs qui me freinaient. Et finalement, en fait, ces peurs n'avaient pas de raison d'être. Dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance qu'on ne remette jamais en question mon histoire. Donc, on va dire que dans mon malheur, la chance que j'avais, moi, par rapport peut-être à d'autres personnes qui ont vécu des violences sexuelles, c'est que moi, ma parole, on pouvait pas me la mettre en doute. Jamais personne m'a dit pourquoi tu t'es pas enfui, comment t'es habillée, est-ce que t'avais trop bu. Parce que c'est vrai que j'avais cette position de victime qu'on n'avait jamais niée. Le fait d'avoir été ligotée, bâillonnée, séquestrée, personne ne pouvait me dire, qu'est-ce que tu faisais là? Du coup, ça, c'est le début. En fait, là, c'est le déclencheur de la reconstruction. Voilà, le fait de me libérer il y a 5 ans par la parole. Ouais. Puis après, on m'a pas arrêté, donc j'ai commencé à le dire. Et du coup, tu l'as dit aux autres? Je l'ai dit à d'autres personnes, à d'autres amis. J'ai dit à mon frère, mes parents l'ont su, voilà. Même mes parents, même aujourd'hui, mes enfants le savent. J'aurais dit, voilà, il y a 2 ans que je suis arrivée jusque-là. Quel âge ont tes enfants? Ils ont, alors, entre 13 et 16. 13 et 16. J'ai 3 enfants, 13, 15, 16. Donc tu leur as dit? J'aurais dit, voilà, parce qu'à l'époque, j'aurais dit, moi j'ai fait une thérapie après qui m'a beaucoup aidée en fait. Donc quand j'ai commencé à libérer ma parole il y a 5 ans, j'ai fait tout un parcours personnel, j'ai lu énormément de livres de développement personnel, donc ça a eu un effet... vraiment, moi, ça m'a énormément aidé de travailler sur moi. Donc, avant de faire ma thérapie, j'ai travaillé toute seule avec mes livres, on va dire, mais au-delà de lire des livres, c'est-à-dire que j'ai appliqué, en fait, j'ai mis en application ce que je lisais, ou ce qui me semblait intéressant pour moi. Bien sûr, tout n'est peut-être pas bon à prendre dans un livre, mais ce qui me parlait, ce qui résonnait pour moi, j'ai commencé à le mettre en application et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, au niveau de la perception des choses, en fait. Après, c'est vrai que j'avais toujours des problèmes de couple et à un moment, mon mari, à l'époque, a accepté enfin d'aller en thérapie de couple. Voilà, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je lui proposais, mais à l'époque, il voulait pas. Il me disait, on n'a pas besoin, les psys, c'est pour les fous. Voilà, c'est des préjugés qu'on a. Mais... oui, et on va trouver une solution. Voilà, et non, ça marchait pas. Et puis la preuve, parce que là, cette fois-ci, c'était il y a 3 ans, j'ai dit, c'est soit la thérapie, soit la séparation, parce que là, ça va plus du tout. Puis c'est pas que le problème de couple, mais c'est que moi-même j'avais mes problèmes aussi. Il y a plein de choses refoulées que j'avais besoin de régler. Donc je suis arrivée en thérapie comme ça. Et puis à l'époque, comme j'en parlais assez librement de ce qui m'était arrivé à la psy, je lui ai dit tout de suite, voici ce qui m'est arrivé, etc. dans mon enfance. Donc j'ai balancé aussi comme ça. Ouais. Au bout de la 2e séance, la psy nous a dit, la psy de couple, en fait chacun, il faut faire une thérapie individuelle parce que en fait les problèmes de couple c'est secondaire en fait. Il faut d'abord régler les problèmes individuels. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tous des bagages du passé. Moi, je connais personne qui n'a pas vécu des choses dans son enfance. Et donc, elle nous a dit, faites un travail individuel avant, parce que le couple, ça découle en fait de l'individuel. Et je me suis dit, ah bon, d'accord. Et finalement, elle m'a conseillé une consoeur que je suis allée voir.
Et j'ai fait 1 an de thérapie avec elle, donc elle est psychothérapeute, psychanalyste, et ça m'a énormément aidée. Et j'ai remarqué, donc à l'époque j'avais 38 ans, je suis arrivée à son cabinet, et je lui ai dit, oui, voilà, je suis envoyée par telle personne parce que je faisais une thérapie de couple, maintenant je fais une thérapie sur moi, et je lui ai raconté pourquoi, qu'est-ce qui m'amène, à 15 ans j'ai vécu ça, etc. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, et puis j'avais la certitude que j'avais trouvé la bonne personne, c'est parce qu'en lui parlant, à la fin, ma psy m'a dit à la fin, Ania, moi-même j'ai vécu des violences sexuelles dans mon enfance, et aujourd'hui je vais bien. J'ai dit, ah bon, mais ma psy me raconte ça, hein. Quelle est la probabilité que je tourne, parce qu'elle n'était pas obligée de me raconter, en fait. Elle me dit ça, et j'ai dit, ah bon, mais... Et je me suis dit, elle va me comprendre, en fait, elle va pas me juger, elle va comprendre pourquoi je n'ai pas parlé, pourquoi je me sentais aussi... je portais aussi la culpabilité en moi, j'en avais énormément. Et c'est comme ça que j'ai fait 1 an de thérapie, et ça m'a énormément aidée, en fait. Ça m'a aidée déjà à lever le poids de la culpabilité que je portais encore par rapport à l'événement, même si vraiment... c'était pas de ma faute, mais à un moment je me dis peut-être que j'ai mérité, c'est moi qui l'ai provoqué, etc. J'avais ce genre de pensée, et je portais aussi la culpabilité dans mes relations, dans ma relation dans mon couple par exemple, des choses comme ça. Je me disais que tout ce qui arrivait c'était de ma faute. Donc j'ai fait un gros travail sur ça. Quand j'ai levé le poids de la culpabilité, j'ai travaillé beaucoup sur l'affirmation de moi, en fait, et je me suis autorisée à penser à moi, en fait. Et avant je m'autorisais pas, je me suis jamais demandé qu'est-ce que je veux dans ma vie. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes limites. Jamais je me suis posé ce genre de questions, et je suis arrivée en thérapie, puis j'ai dû me questionner sur tout ça. Je te jure, je me suis pris comme une grosse claque, en fait, en travaillant sur tout ça. D'accord. Et après ça, je me suis sentie prête à porter plainte. Alors ma thérapeute m'a jamais obligée à le faire, mais c'était dans mon parcours, en fait. Je me suis dit, puis à l'époque, on était en plein MeToo, donc ça, c'était à 2 ans et demi. Et là, j'ai commencé à penser à porter plainte parce que j'ai une amie aussi à qui je m'étais confiée, et puis elle m'a encouragée à le faire. Et à l'époque, c'était l'ancienne loi, donc à l'époque, on avait quand on était mineur, on avait jusqu'au jour des 38 ans pour porter plainte. Moi, quand je l'ai fait, j'ai cru que j'étais dans mes droits parce que j'avais 38 ans, mais un peu dépassé, j'avais 38 ans et 11 mois. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, il faut que je porte plainte maintenant, sinon c'est maintenant ou jamais, après ça sera trop tard. Et je me suis pas mal renseignée, j'ai appelé des assos pour demander comment faire pour porter plainte, parce que moi ça remonte à 23 ans le crime. Et là ils m'ont dit maintenant en fait il fallait y aller le jour de ses 38 ans, parce que à 38 ans, un jour c'est déjà trop tard. Ouais, c'est ça. J'ai dit bon c'est mort et tout, je me dis mais non, mais là j'étais prête, et on me dit non. Et là je trouvais ça tellement injuste, et je me suis dit mais non mais... Puis à l'époque en plus je faisais plein de cauchemars, je revivais des flashs et tout, et je me dis non mais là je ressouffre. Et franchement, quitte à souffrir, je vais aller jusqu'au bout, ce que j'ai pas pu faire à 15 ans. Et je vais le faire, en fait. Aujourd'hui, à 38 ans, je me suis dit, bon, tant pis, s'il y a prescription ou pas. De toute façon, je cherchais pas à me faire justice, je faisais pour qu'on reconnaisse mon préjudice, en fait. Donc, je suis allée porter plainte à la police, et ma plainte a été acceptée. J'ai été auditionnée pendant 5 heures à la brigade de protection des mineurs. Et du coup, le fait qu'on me dise ça s'appelle un viol sur mineur, c'est passible de la cour d'assises. Mais dans votre cas, comme il y a prescription, du coup, il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Mais en tout cas, la société reconnaît le préjudice que vous avez subi. Voilà. Donc moi, ça m'a suffi en fait qu'on me dise ça, qu'on reconnaisse mon préjudice. Je voulais pas plus, je voulais pas un procès. De toute façon, 23 ans après les faits, j'ai pas de trace ADN, je peux pas prouver, tu vois. Donc et après ça m'a suffi. Et comment j'en suis arrivée aux résilientes? Et j'ai parlé un peu longuement de mon parcours, mais parce que quand j'ai porté plainte à la brigade de protection des mineurs, ils m'ont refusé mon dépôt de plainte, la copie de mon dépôt de plainte. Ils m'ont donné un récépissé, donc il y avait bien marqué viol sur mineur avec la date des faits, mon nom, mais ils n'ont pas voulu me donner mes 6 pages de ma copie de procès verbal. Et quand j'ai demandé pourquoi, ils m'ont dit que maintenant ils ne donnaient plus chez eux parce qu'ils avaient eu un souci, que un jour il y a quelqu'un qui avait publié ça sur les réseaux sociaux, une copie de plainte, et comme il y a leurs coordonnées, ça leur a créé des soucis parce qu'on peut les identifier, nom, prénom, etc. Donc je dis ok, mais moi je vais pas faire ça, parce que je vous assure, mon but c'est pas de balancer sur les réseaux sociaux, mais c'est mon histoire, elle m'appartient, et j'ai besoin... je suis restée 5 heures, c'est les 5 heures les plus dures de ma vie. Je veux mon histoire, en fait. Parce que je me suis fait violence pour aller porter plainte. Bien sûr, j'imagine. Et ils ont refusé. J'ai même dit, mettez du marqueur, ou coupez, je veux juste mon histoire, coupez le reste. Et la personne, je crois qu'elle était un peu désolée, elle a demandé à sa supérieure, ils m'ont dit non, on peut pas. Et en fait, j'ai vécu à ce moment-là comme une injustice, en fait. Et j'avais quand même beaucoup de colère en moi. Je me disais, mais quand même, j'ai fait un truc hyper dur. Et là, je suis arrivée au bout, là, du truc que je pouvais pas faire quand j'étais enfant. Et là, on me dit, non, votre histoire, je ne peux pas vous la donner. Et je me suis sentie, déjà impuissante. J'avais beau insister, ils voulaient pas. Puis, il faut dire que j'étais tellement épuisée après les 5 heures aussi. Et je suis repartie comme ça, avec un papier quand même. Je suis partie quand même avec le récépissé, mais je n'avais pas mon histoire, le contenu. Et puis après, ça m'a beaucoup travaillé. Donc, j'avais
voilà, quand j'ai de la colère, j'ai pas vraiment de la colère contre eux, parce que je me suis dit, j'avais plutôt de la colère contre moi. Je me dis, j'aurais dû insister plus. Parce qu'en plus, je me suis fait du mal, j'ai cherché sur Internet, est-ce qu'on peut refuser une copie de plainte? Et j'ai vu qu'en fait, normalement, on pouvait pas. Et je me dis, c'est ma faute, je suis bête, j'aurais dû insister plus. C'est ma faute. Et j'avais beaucoup de colère aussi contre moi-même. Puis à un moment, je me suis dit, de toute façon, mon histoire, je la connais, je peux pas l'oublier. Je suis restée 5 heures chez eux. Aujourd'hui, si je veux, je peux la réécrire. Et donc là, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit beaucoup. Donc j'ai écrit sur un cahier que j'appelle Journal de guérison. Voilà. Ouais. Et j'ai écrit l'histoire de mon dépôt de plainte. Et qu'est-ce qui m'a amené à ça, en fait? Après, j'ai continué à écrire pourquoi j'ai attendu 23 ans pour porter plainte, pourquoi j'ai attendu 20 ans avant d'en parler. Et l'écriture, ça m'a tellement libérée. Moi, c'est une forme de thérapie aussi, l'écriture. Et bien sûr. Ça m'a vraiment libérée d'un poids. Et pourtant, j'étais en fin de thérapie. Et je pense que ça a peut-être même accéléré ma thérapie, je ne sais pas. Et à la fin, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai écrit, ça m'a tellement aidée, et ça m'a... Vraiment, je pense que j'ai fait un bond en avant en mettant des mots, en fait, sur mon histoire, en me réappropriant mon histoire, en fait, en écrivant l'histoire dont je suis l'héroïne. C'est hyper puissant, l'écriture, et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de ces écrits, et je vais le partager, en fait. Peut-être que c'est le fait qu'on me remette pas mon histoire. En plus, j'allais pas relire mon histoire tous les soirs avant de dormir, mais c'était symbolique, en fait. Ce papier, peut-être que je n'aurais même pas relu, le procès verbal. Mais symboliquement, j'avais besoin d'avoir l'impression que ton histoire était sur ces pages. Et mon histoire était là, et là, je me dis, c'est pas grave, je l'écris moi-même avec mes propres mots, et c'est moi qui suis l'héroïne de ma vie. Je vais écrire, en fait, avec mes mots, mon histoire à moi. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de partager ça. Peut-être aussi, je me suis dit, pendant 20 ans, j'en parlais pas, et là, j'ai besoin d'avoir des lecteurs, quoi. J'ai envie d'avoir des gens qui me lisent. Et c'est devenu mon blog, en fait. Donc, avant d'avoir mon asso, j'ai ouvert un blog qui s'appelle Les Résilientes. Et c'était mon travail d'écriture que j'ai publié sous forme d'article. Donc, il y a 2 ans exactement. 2 ans, ce mois-ci. Je fête les 2 ans de mon blog. Et c'est devenu l'aventure Les Résilientes. Et comme ça m'a pas suffi encore, parce que ça m'a beaucoup apporté l'écriture. J'ai eu, des gens qui me disaient, au début, c'était ma famille, des amis, etc. Mais je voulais encore aller plus loin. Je me suis dit, l'écriture, ok, ça m'aide. Je publie, et j'ai quelques lecteurs, pas non plus des masses, mais je me dis, mais j'ai envie de faire quelque chose parce que cette cause, elle me touche, et j'ai mis tellement de temps, moi, à me libérer. J'ai envie d'être bénévole dans une asso pour une asso qui lutte contre les violences sexuelles. Donc, je suis allée me former en 2018 pendant presque tout un cycle de janvier jusqu'à septembre 2018. Tous les mois, j'allais en formation, donc je me suis formée auprès de 2 assos, une qui s'appelle Stop Violence Sexuelle, et une autre c'est le collectif féministe contre le viol. Donc c'est eux qui gèrent le numéro d'appel national quand on appelle viol information. Et tous les mois j'allais me former sur un thème de violence sexuelle. Donc la première formation d'ailleurs c'était quoi? C'était je crois mutilation sexuelle et mariage forcé, donc c'était pas le truc le plus facile, mais je suis arrivée comme ça au milieu d'un cycle de formation qui commençait en septembre, et moi j'ai commencé en janvier, puis j'ai fini en septembre. J'ai fait une formation d'accompagnement de victimes de viol au procès. J'ai fait une autre, c'était accueillir la parole des victimes, et ça, plus je faisais des formations, et puis j'étais hyper contente d'apprendre ça, des choses spécifiques aux violences sexuelles. Et j'ai fait une formation qui m'a passionnée, c'était la création et l'animation de groupes de parole. À l'époque, moi, j'avais pas du tout l'envie de créer ma propre structure, parce que je voulais juste être bénévole, parce que j'avais pas envie d'en faire plus, parce que le président d'une asso, c'est quand même lourd. Et je voulais plutôt, en fait, donner de mon temps dans une asso existante. Et moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment l'animation de groupes de parole. J'avais cette formation, et puis j'avais envie de partager avec d'autres personnes qui avaient vécu la même chose. Parce que même si j'avais fait ma thérapie, j'avais porté plainte malgré la prescription, même mon travail d'écriture, tout ça, je trouve que c'est un parcours assez solitaire, en fait, tu vois. Même si les gens peuvent me comprendre, même je parle à des amis, ils écoutent ce que je raconte, mais ils peuvent pas forcément comprendre ce que j'ai vécu. À ce moment-là, j'avais un besoin de partager avec des femmes qui avaient vécu la même chose. Et c'est ça qui me manquait à mon parcours, en fait. Et puis à l'époque, j'avais fini aussi ma thérapie. Ma psy m'a dit que j'avais plus besoin de venir. J'étais j'étais contente de venir. Et puis c'était un peu la fin pour moi, mais j'étais contente en fait de voler de mes propres ailes. Mais je me suis dit, mais là, j'ai besoin de parler avec quelqu'un du coup. C'est plus avec ma psy, mais j'ai besoin de parler à des gens qui ont peut-être vécu pareil que moi, des choses, peut-être qu'elles vont se reconnaître aussi. Et donc c'est comme ça que du coup, comme dans l'asso, je me suis formée, eux n'avaient pas de désir d'ouvrir de groupes de parole, Donc j'ai cherché moi-même après sur internet s'il y avait des groupes de parole. J'en ai pas trouvé à Paris. Je me dis, mais c'est pas possible, comme une grande ville comme Paris, qu'il n'y ait pas de groupe de parole. Je trouvais ça incompréhensible. Alors je pense pas qu'il n'y avait pas du tout de groupe, mais peut-être qu'il y avait des groupes, ou peut-être des groupes chez des thérapeutes ou des psys ou des choses comme ça. Il n'y avait peut-être pas forcément de visibilité sur internet en tout cas, mais j'ai pas trouvé de gros assos qui faisaient des groupes de parole qui étaient spécifiques aux violences sexuelles. Dans d'autres villes, il y en a peut-être, c'est ça? Alors moi j'ai cherché que sur Paris, donc je sais pas, sur Paris il n'y avait pas grand chose, mais... Et du coup tu t'es dit, puisqu'il n'y a pas, je vais le faire.
Alors j'ai commencé à penser à le faire grâce à mon travail de blog. Ouais. Un jour, c'était plus ma famille ou mes amis qui me lisaient, mais j'ai eu un vrai lectorat. Et j'ai eu des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Agnès, ce que tu écris dans tes articles, ça résonne pour moi aussi je suis victime, etc. Donc après, en échangeant avec les personnes, il y avait des personnes qui étaient sur Paris, donc après j'ai proposé qu'on boive un verre et qu'on se rencontre. Et en échangeant entre nous, on s'est dit, finalement c'est chouette de pouvoir parler entre nous parce qu'on se comprend en fait. On n'a pas besoin de dire beaucoup de choses, mais on se comprend tout de suite si on parle de culpabilité ou de honte ressentie ou du mal à accepter son épreuve, la difficulté de libérer sa parole, des choses comme ça. En fait, tout nous parle. Ouais. Et on s'est dit, ça nous fait tellement de bien de parler, on devrait faire un petit groupe comme ça de filles qui parlent entre nous. Et je me suis dit, ouais. Et je me dis, mais oui, en fait, j'ai une formation en plus. Donc, je me dis, j'ai les personnes qui sont intéressées, qu'est-ce qu'il me faudrait ? Il me faut une structure. Bon, moi, je fonctionne de façon assez rationnelle. Je me dis, ok, la problématique, c'est d'écrire un groupe. S'il faut créer un groupe, qu'est-ce qu'il faut ? Aujourd'hui, ce qui me manque, c'est la formation, je l'ai. Les victimes, apparemment, j'en ai 2 qui sont intéressées. Et je vais créer ma propre structure parce que j'ai pas trouvé d'autres assos qui voulaient faire ça. Donc j'ai créé mon asso qui s'appelle aussi comme mon blog Les Résilientes. Ouais. Voilà. Donc, et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. J'ai créé en juillet et en septembre, je me suis lancée dans l'aventure des groupes de parole. Ouais. Et on était 3 filles à la base, 3 filles plus moi. Voilà. On était 4 et on puis échangeait. Petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Oui, alors je faisais ça tous les 15 jours et petit à petit, la fois d'après, on était, je crois, 5 ou 6 filles. 2 semaines après, on était 7, 8 et puis 10. Parce qu'à un moment, quand j'ai commencé à faire des groupes de parole, j'ai écrit un article sur mon blog pour dire, je présente mon projet, je vais faire des groupes à partir de septembre. Si vous êtes intéressés, écrivez-moi par mail, etc. Et grâce à cet article-là, en fait, j'étais assez bien référencée sur Google parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas grand-chose, exactement. Je suis remontée de façon naturelle. J'ai jamais eu besoin de payer de pub ou quoi que ce soit, mais naturellement, mon article est remonté en première page. Et ça a commencé à attirer d'autres personnes. Voilà. Et à partir de janvier, donc 3 ou 4 mois après avoir lancé mes groupes de parole, j'avais tellement de monde que j'ai dû créer un deuxième groupe. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à une dizaine de personnes, on était 10-12, à un moment, je me dis, mais ça fait un gros groupe quand même à gérer. Ça finit par faire pas mal pour un moi, toute seule avec 12 filles, 10 filles, ça fait beaucoup. Donc je me suis dit, on va faire un groupe toutes les semaines, semaine A, semaine B, et puis on va repartir sur 5 personnes par groupe. Et finalement, ça a pris tellement d'ampleur qu'on est arrivé très vite à une dizaine toutes les semaines. Et actuellement, aujourd'hui, je fais 3 à 4 groupes par semaine. Ah oui, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Enfin, voilà. Et je fais aussi maintenant des groupes pour les hommes victimes parce que c'est vrai que je me suis lancée dans ce projet. Je pensais pas du tout d'ailleurs que tout ce que j'écrivais sur mon blog, ça touchait les hommes. Parce que moi, je m'adressais aux femmes. C'est pour ça que ça s'appelle Les Résilientes. Mais l'année dernière, quand des hommes m'ont écrit pour me dire Agnès, que tu partages, ce que tu as écrit tel ou tel article, ça résonne beaucoup pour moi. Est-ce qu'il y a des groupes de parole aussi pour les hommes ? Dans quel asso ? Où est-ce que je peux trouver ? Donc je me suis dit, tiens, je vais chercher et tout, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc ces personnages, j'aurais dit, quand j'en entends parler ou si je trouve, je vous dirai plus tard. Et finalement, j'ai eu plusieurs demandes comme ça et je me suis dit, en fait, il y a de la demande pour les hommes et je pensais pas en fait que... Je savais que ça existait, mais je ne pensais pas que ce que je faisais comme travail d'accompagnement avec les groupes de parole, ça pouvait... toucher les hommes. Donc quand j'en ai eu 2, 3 qui m'ont demandé la même chose, je me suis dit ok, il y a ça. À Paris, j'ai cherché, j'ai vraiment pas trouvé. Déjà pour les femmes, il y avait pas grand chose et pour les hommes, malheureusement, ce sujet est encore plus invisible. Il y a encore moins de structures ou de choses pour eux. Donc je me suis dit peut-être que je vais le faire pour les hommes parce que ce que je fais pour les femmes, il suffit que je fasse la même chose pour les hommes, des groupes avec des hommes. Et donc tu as fait des groupes avec des hommes. Avec des hommes, que tu as animé aussi. J'ai animé aussi à partir de mai 2019. Voilà, quand on était assez nombreux, on était peut-être la première fois peut-être 3 hommes, 3 hommes et moi. Et j'ai commencé à faire comme ça des groupes. Donc actuellement, je fais un groupe tous les 15 jours pour les hommes. Donc voilà, on est un peu plus nombreux maintenant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire. Et grâce au reportage Combini dont tu parles, ça m'a apporté vraiment de la visibilité sur mon travail. Clair. C'est pour ça que j'arrive à 3 ou 4 groupes par semaine. Avant Combini, j'étais à un groupe par semaine pour les femmes et un groupe tous les 15 jours pour les hommes. Et après, j'ai commencé à développer des petites activités en plus de mes groupes de parole parce que c'est vrai que par rapport à ce que me partagent les personnes qui viennent, j'ai remarqué que elles ont souvent tout un parcours thérapeutique, elles ont essayé pas mal de choses. Le groupe de parole, ça leur fait du bien, mais moi-même, je voulais apporter encore plus. Moi, déjà, je suis passionnée par l'écriture, donc j'ai commencé avec des ateliers écriture. Puis j'avais aussi des personnes qui m'ont aidé à animer ces ateliers. Voilà, donc j'ai proposé ça et puis j'ai eu un très bon accueil des ateliers écriture. Après, comme j'ai vu que ça plaisait aux gens, j'ai essayé de proposer autre chose et puis j'ai eu des bénévoles, avant Combini, j'avais déjà des bénévoles, mais après Combini, j'ai eu vraiment beaucoup plus de personnes qui sont proposées pour m'aider dans l'association. Et après, j'ai pu créer des ateliers, atelier yoga par exemple. Là, j'ai un projet d'atelier théâtre.
des ateliers expression corporelle, méditation, j'ai fait un atelier, des ateliers sophrologie pour gérer ses émotions. Et puis parce que moi, tout ce qui est, je voulais vraiment proposer des ateliers pour que les gens puissent faire un lien entre le corps et l'esprit, parce que souvent, c'est vrai que moi, j'étais beaucoup dans le mental, j'étais assez dissociée de mes émotions et puis de tout ce qui est mes sensations corporelles, je sentais rien en fait dans mon corps, je t'assure, j'étais complètement vraiment tellement dans le mental que je ressentais pas, j'avais des douleurs chroniques, j'avais même mon corps qui me parlait, j'avais plein de symptômes gynécologiques, j'entendais rien de tout ça. D'accord, et ça, au fur et à mesure de ton parcours, ça s'est libéré aussi. T'as retrouvé ton corps au fur et à mesure. Alors moi, j'ai commencé à arrêter d'avoir tous mes problèmes gynéco. Tu vois, quand je te dis, j'en ai pas parlé une vingtaine d'années. Alors moi, j'en ai pas parlé avec la parole, mais mon corps, il me parlait, mais je l'entendais pas. Je somatisais beaucoup, mon corps somatisait, j'avais tout le temps des problèmes. D'accord, et la libération de la parole a eu un effet corporel. Ça a eu un effet corporel, et ça, quand j'ai pris conscience qu'en fait, alors c'est pas tout de suite, c'est pas la première fois que je me suis libérée, mais en fait, c'est quand j'ai eu la prise de conscience que les problèmes gynéco que j'avais, c'était lié en fait à la parole que j'avais refoulée, et puis j'en parlais, et puis ça m'aidait sur ce parcours, et j'ai compris en fait qu'il y avait un lien en fait avec ce que me disait mon corps et ce que j'avais refoulé en moi, et non, ça m'a. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de problèmes comme ça en fait, mais j'en avais régulièrement j'avais des infections, des problèmes urinaires, gynécologiques, tout ce que tu veux. D'accord. Et c'est pour ça qu'après, ça me tenait à cœur de faire des ateliers pour montrer une autre approche complémentaire possible, en fait. C'est vrai que moi, ça m'a aidé, en fait, de faire des liens, en fait, avec ce que je ressentais et les symptômes que j'avais, etc. Et c'est vrai que j'estime qu'un parcours de reconstruction, ça a de multiples facettes. En fait, il n'y a pas un parcours type. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider. Moi, dans mon cas, l'écriture m'a aidé, mais peut-être d'autres personnes, ça peut être, je sais pas, la danse. Il me semble bien que l'écriture a aidé, très clairement, mais je trouve que c'est... je me permets une petite réflexion comme ça, parce qu'en t'entendant, ça a résonné beaucoup avec... Alors, certaines personnes qui m'écoutent, je le sais, sont formées à la thérapie, et notamment, ça m'a vraiment rappelé ce qu'on appelle les thérapies narratives, et où finalement, le but de la thérapie narrative, sans forcément qu'on ait eu à écrire, mais le but, c'est comme ça que le disait Michael White, le fondateur des thérapies narratives, le but était de redevenir auteur de sa propre vie. Mais tout à fait. Tu vois, et là, tu as dit, je reviens autrice de ma vie, héroïne de ma vie. Héroïne de ma vie, voilà, tout à fait. C'est hyper important pour moi de reprendre la vie en main. Ouais. Sinon, on est sur le siège passager, quoi. On se laisse porter par la vie, on n'est pas... Sinon, on a l'impression de subir. Moi, j'ai l'impression à un moment de subir ma vie, tu vois. De pas être maître de mes choix. Et c'est vrai que la thérapie, l'effet que ça a eu sur moi, c'est de me dire, en fait, c'est moi qui peux choisir et je peux faire mes choix. Et surtout que je m'autorise à le faire, c'est qu'avant, je m'autorisais pas aussi. Et puis, l'auteur de sa propre vie, et là où c'est intéressant, il continue cette métaphore de la narration, c'est qu'il dit qu'effectivement, un auteur a besoin de lecteurs, ou quelqu'un qui raconte une histoire. Alors moi, j'avais besoin de lecteurs, je sais pas tout, mais j'avais vraiment besoin d'une audience. Moi, je pense que ça résonne beaucoup, en tout cas pour moi, avec la thérapie narrative, dans le sens où... je vais pas entrer dans les détails, mais il y a tout un tas de procédures avec le témoin extérieur, les cartes de réassociation, etc. C'est tout un tas de techniques, mais dont quand même le but est de donner... effectivement, le lecteur, en fait, si tu veux, le lecteur écrit une partie de l'histoire. Quand tu racontes, par exemple, ton histoire, tu dis ta partie, et puis nous, en face, on écoute, et on ressent des choses, et ça résonne avec d'autres trucs, et en fait, cette partie-là de l'histoire, c'est nous qui l'avons écrite. Tu écris pour qu'on écrive la moitié. Un bon roman, normalement, tu lis le roman, on te dit pas ce que tu dois ressentir ou ce que tu dois penser. On te décrit des choses, on te les décrit plus ou moins bien, et quand on te les décrit vraiment bien, tu sens quelque chose, et tu sens pas forcément la même chose que ton voisin. Tout à fait. Et donc du coup, le lecteur a contribué à l'histoire. L'auteur a écrit, mais on a contribué ensemble à l'histoire. L'histoire, elle est faite avec celui qui raconte, celui qui écrit l'histoire, et celui qui l'écoute écrit une partie. Du moins quand c'est des bonnes histoires et des belles histoires et des histoires inspirantes, parce que, comme dit un de mes maîtres, la personne qui m'a appris la thérapie narrative, il dit la différence entre un bon et c'est Julien Bedbez, qui est un psychiatre absolument brillant et qui m'a formé à la thérapie narrative. Il dit quand on a un mauvais roman, si on lit tous un mauvais roman, on a tous lu le même. Si on lit tous un bon roman, on a chacun lu un livre différent. Ouais, non, c'est vrai. Parce qu'on écrit une partie. Et donc moi je trouve ça résonne vachement avec des choses que je fais par ailleurs. Et merci pour cette réponse développée à une seule question. C'est formidable. Tu as anticipé plein de trucs que je voulais te demander. C'est génial. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Ça me parle en fait de la thérapie. J'avais pas pensé à la thérapie narrative, mais c'est vrai que
Non, t'as tout à fait raison par rapport au lecteur, et c'est vrai que le lecteur, en fait, aussi contribue à l'histoire, parce que moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages positifs, en fait. J'ai des gens qui réagissaient, en fait, sous mes articles de blog, qui me laissaient des commentaires et ils me disaient « Mais bravo pour ton parcours », et ça m'a aidé à continuer, ça m'a encouragé. Je dis « Ah, ok, les gens m'encouragent, bah, je continue à écrire, parce que les gens sont ok que je raconte ma vie, en fait. » Et je trouve que, alors effectivement, je trouve ça, je voulais parler avec toi de cette notion de résiliente. Pour moi, c'est ce que j'entends, c'est un vrai récit de résilience. J'ai beaucoup de chance, moi, en tant que thérapeute, effectivement, d'entendre des gens qui, au fur et à mesure, vont de mieux en mieux. C'est un vrai... c'est vraiment quelque chose. Souvent, les gens me disent, mais c'est pas trop difficile, t'es thérapeute, t'entends plein d'histoires difficiles. Mais finalement, je vois aussi des gens, alors toi, tu le dis avec tes mots, mais comme tu le dirais, des gens qui se reconstruisent aussi, et qui avancent. Ça, c'est gratifiant. J'ai l'impression même c'est une renaissance pour moi, tu vois, c'est ma seconde vie dans ma vie, c'est vraiment ça. Mais pour moi, finalement, c'est l'étape ultime de la résilience. On va dire que c'est vrai qu'au début, face à un trauma, alors je dis pas que j'ai des étapes bien définies dans ma tête, mais on voit souvent des étapes se produire, déjà où la personne va accepter ce qui s'est passé, va accepter que ça existe et le dire. Et ça, c'est une étape difficile, hein. Moi, j'ai mis du temps à accepter. C'est le déclencheur, c'est ça. Tant qu'on n'accepte pas, on peut pas se reconstruire. L'acceptation de ce qui s'est passé, effectivement, tu as raison. Le fait que malgré ça, elle va continuer à vivre à nouveau, faire des choses quand même vivantes, quand même sensibles. Et petit à petit, on va de plus en plus loin dans la résilience. Et finalement, pour moi, tu vas jusqu'à l'étape ultime, on va dire, de la résilience, c'est que à la limite, en mettant beaucoup de guillemets, parce que ça n'enlève rien au drame de départ, mais que tu le transformes presque en quelque chose de positif et en tout cas d'utile pour les autres. Et c'est pas l'acte qui est utile, bien sûr, c'est la reconstruction et la résilience. C'est le chemin que j'ai fait et ce que j'ai envie de partager. Mais vraiment, en fait, mon blog et puis même l'association, ça part d'un désir très profond que j'avais de transmettre et de partager. Je me suis dit, peut-être que moi, ce que j'ai appris sur mon parcours personnel, j'ai mis du temps à l'apprendre et à le comprendre, mais partager mon récit, ce qui m'a aidé moi, mes outils, etc., que j'ai mis en place. Et peut-être que ça peut servir à d'autres. Je me suis dit, dans ce cas, ce que j'ai vécu, c'est pas vain. Je me suis dit ça, si ça peut aider une personne, ça peut peut-être l'encourager à libérer sa parole, si ça peut lui servir à elle. Tu vois, c'est pour ça que je parle de l'étape encore au-dessus. C'est pas juste que, entre guillemets, encore une fois, tu t'en serais remise ou t'es surmontée ou dépassée, t'es allée plus loin, t'en as même fait quelque chose carrément. Je voulais en donner un sens et je me suis dit, si je donne du sens à mon épreuve, c'est vraiment comme tu dis, c'est une étape importante pour moi. C'est une façon vraiment de me réapproprier mon histoire et d'en faire quelque chose, parce que je n'ai pas choisi ce que j'ai vécu, mais je choisis ce que je vais en faire. Et ce que je vais en faire, j'ai choisi de transformer mon épreuve, comme tu dis, vraiment la transformer, la sublimer. Aujourd'hui, moi, je suis fière de celle que je suis, c'est-à-dire, bien sûr, je souhaite à personne de vivre ça, mais je suis contente de ce que j'en ai fait, c'est ça, je veux dire. Je comprends. Et du coup, alors, je me posais une question comme ça, et peut-être c'est intéressant d'en parler avec toi. Je me suis beaucoup posé de questions. C'est des questions qui me tournent beaucoup en tête sur les impacts que ça a sur l'identité des personnes et sur la question de aussi cette expression de l'identité de victime. Enfin, je veux dire, ton association, tu l'as appelée les résilientes. Tu l'as pas appelée les victimes. Alors oui, ça c'est une question très importante. T'as raison. C'est une question importante parce que j'ai réfléchi longtemps et c'est vraiment. C'est pas les victimes. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a. Alors, c'est peut-être l'étape qui enclenche la résilience, mais en tout cas, on a quand même l'impression de ce discours. Je sais pas si c'est MeToo ou si c'est d'autres choses. J'ai un peu de mal à voir d'où ça vient, mais ça n'a pas trop d'importance. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de pression, comme si on devait dire aux gens, victime, c'est une identité que vous devez endosser à partir du moment où vous acceptez d'en parler. Vous êtes la victime. Et toi, ce que tu dis, quand on t'écoute, on se dit pas, elle est victime. On se dit pas, c'est une identité. On se dit que tu es résiliente. On se dit que tu en as fait quelque chose. On se dit qu'il t'est arrivé quelque chose d'atroce et c'est quelque chose qui t'est arrivé, mais que ce n'est pas quelque chose qui te définit. Tout à fait. Comment tu vois cette question, toi, cette histoire d'identité de victime? Alors moi, je trouve que le mot victime, l'identité victime, c'est important de l'avoir à un moment de sa vie. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin d'être victime aussi. Tu vois, je suis portée plainte à la police, et j'avais besoin que la police me reconnaisse mon statut de victime. Donc, je veux dire, moi, j'avais besoin de reconnaissance parce que moi, dans mon parcours, le fait qu'on m'accorde ce statut de victime, c'est là, je me suis dit, en fait, je n'étais pas coupable. En fait, je savais que je n'étais pas coupable, mais tu sais, qu'on marque viol sur mineur, qu'on me dise, là, du coup, c'est une façon aussi de rendre la culpabilité. Je me dis, en fait, je suis la victime, donc le coupable, c'est lui, et je lui rends tout ce qui lui appartient. Et j'avais besoin, moi, d'être victime à un moment de ma vie, parce que ça fait partie de mon parcours. Par contre,
je voulais pas m'enfermer dans un statut de victime. Je trouve ça très réducteur. Victime, c'est comme déjà, quand tu dis mot victime, c'est que tu subis quelque chose, donc t'es pas acteur de ta vie, mais t'es pas, tu vois, t'es passif. T'es passif. Et donc en fait, l'identité de victime, c'est la première étape pour en sortir. Moi, je trouve que c'est important parce que si tu ne considères pas comme victime, peut-être que tu peux porter encore une part de culpabilité qui ne t'appartient pas. Enfin, dans mon cas, en tout cas, avoir ce statut de victime, ça m'a été nécessaire pour me dire, ce n'est pas de ma faute, le coupable, c'est pas moi, même si je savais que c'était pas moi, mais c'est la société française reconnaît que c'est moi la victime. Que c'est bien toi. Et donc c'est bien moi, et là, je peux avancer encore plus loin. Là, c'était une étape dans mon parcours, mais je me suis dit à un moment, mais moi, le mot victime, je trouve ça pas très beau, parce que ça fait genre, je subis, c'est pas un mot... c'est assez péjoratif quand on dit t'es victime, c'est pas du tout, ça sonne pas comme très positif. Et je me suis dit, déjà, je veux pas rester victime toute ma vie, parce que moi, ce que je veux pas, c'est la pitié des gens. Quand tu dis t'es victime et tout, on dirait la pauvre, oh là là, ce qu'elle a vécu, c'est pas drôle. Moi, je voulais surtout pas que les gens aient pitié de moi. Moi, aujourd'hui, je suis hyper heureuse, et je veux pas qu'en fait une épreuve me définisse. Moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'un chapitre, c'est un chapitre dans ma vie, tu vois. Et tu sais, non mais ça me parle énormément, et c'est vrai qu'on rejoint toute cette difficulté, et je trouve ça super qu'il y ait des gens comme toi qui en parlent, parce qu'on rejoint toute cette difficulté. Moi, je suis pas quelqu'un qui a été psychotraumatisé, j'ai pas été victime de violence, je me dis pas du tout. J'ai grandi avec des résilients sur d'autres raisons, mes parents, mais moi-même je suis pas dans cette configuration, j'ai pas été psychotraumatisé, tu vois. Alors c'est vrai que on est toujours, on essaie d'être tout en délicatesse quand on en parle, parce que vraiment la dernière des choses que je voudrais faire, c'est blesser quelqu'un ou heurter quelqu'un par mes mots. Et donc je trouve ça intéressant d'avoir des personnes qui ont été victimes et qui peuvent le dire aussi. Et moi, il me semblait justement ça. Alors j'essaye de trouver des nuances de langage, par exemple, de dire que pour moi c'est très différent être une victime et avoir été victime de quelque chose. Mais tout à fait, parce que moi je dis souvent aux gens, moi je suis une ancienne victime ou ex-victime. Moi je dis rarement que je suis victime, non, je suis une ancienne victime, parce que c'est vrai qu'à un moment je l'étais, mais je ne le suis plus aujourd'hui. C'est-à-dire que le statut victime, pour moi, ça peut être temporaire, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est un... Oui, et l'objectif, est-ce que tu m'accorderais ça aussi, par exemple, que l'idée, c'est de sortir du statut de victime. Le but est d'en sortir. Quand je l'ai eu, le statut de victime, sur le coup, ok, je suis contente, mais après, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je vais rester victime toute ma vie? Non, non. Je veux sortir de ce statut-là, parce que je veux qu'on me reconnaisse, moi, Ania, en tant que résiliente, et pas... C'est hyper intéressant. C'est le statut de victime, moi, ça m'éclaire. Il est nécessaire à un moment, mais à un moment, t'as besoin de mais il est la première étape. En fait, la reconnaissance du statut de victime est la première étape pour en sortir. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, résumé comme ça. Non, je dirais... Non, mais ça m'intéresse, tu vois, parce que justement, merci, vraiment, ça m'éclaire, parce que justement, je me débattais avec cette affaire-là, et je me disais, faut faire une différence entre avoir, je suis une victime, j'ai été victime de quelque chose, c'est quelque chose de différent. Et toi, ce que tu dis là, ça éclaire vraiment. J'ai été, et le fait de l'être à un moment c'est l'endroit où je veux plus rester coincé, justement. C'est comme... Parce que c'est trop limitant, ce statut de victime. Exactement. Je vais au fond de la piscine et je tape avec mon pied pour remonter vers la surface. Tout à fait. Mais c'est bien ça. Et je me dis, aujourd'hui, j'ai envie de remonter à la surface parce que j'ai touché le fond. Et maintenant que j'ai touché le fond, maintenant, je vais remonter parce que je veux pas que les gens me voient comme une victime toute ma vie. C'est parce que le mot victime est pas très beau, et d'où le nom, les résilientes. Je ne voyais pas appeler mon asso ou mon blog les victimes de viol. Je trouve ça pas très beau. Non, mais c'est très... surtout que ça colle une étiquette à quelqu'un. Moi, je veux surtout pas qu'on me voit comme la fille violée. Et puis surtout, il me semble que quand on affirme que quelqu'un a une identité de victime, ça met pas fin à sa victimisation. Au contraire, à force de lui affirmer cette identité, au contraire, ça peut même empêcher d'en sortir si on lui dit c'est ton étiquette, tu vois. Et il me semble que d'ailleurs, parce que l'identité de victime, c'est quoi les sentiments d'une victime, justement? Les sentiments d'une victime, pour moi, ce sont pas des sentiments qui sont en soi thérapeutiques. Quand tu es dans le statut de victime, à ce moment-là, l'identité de la victime, c'est l'impuissance, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est peut-être même l'envie de vengeance. Tu as dû voir ça aussi chez les personnes que tu reçois. Moi-même, j'en ai eu aussi à un moment de ma vie. Aussi, et ces émotions-là, elles sont nécessaires d'être reconnues, accueillies, acceptées, et c'est souvent la première phase, moi je vois de mon travail en tant que thérapeute, mais ces émotions-là, elles ne sont pas des émotions de résilience. C'est justement quand on arrive à en sortir qu'on est vraiment résilient. Un résilient n'est pas une victime, presque par définition. Oui, parce que c'est deux termes un peu opposés, tu veux dire, parce que... Alors que pour être résilient, c'est pas ce qu'on dit. Parce que moi, j'ai été victime à un moment que je suis résiliente aujourd'hui. Mais ces émotions-là, dont tu parles, la colère, le sentiment d'impuissance, des choses comme ça, mais t'as raison, en fait, il faut les accueillir et
Mais ces émotions-là, en fait, on peut les transformer. Moi, ma colère, tu vois, le sentiment d'impuissance et la colère que j'avais quand on m'a refusé mon dépôt de plainte, en fait, c'est devenu, pour moi, en fait, une énergie créatrice. Ouais. Je me dis de cette colère-là que je ressens, et parce que j'avais tout ça, j'avais beaucoup d'énergie en moi, et c'était la colère et tout, j'avais besoin que ça sorte, et ben moi, c'est sorti par l'écriture, parce que j'avais besoin de l'extérioriser. Et puis, c'était pas une identité, c'était une histoire. Voilà, c'était une histoire. Ça m'a rappelé il y avait un grand thérapeute en hypnose qui s'appelait François Roustan, qui est décédé il y a 2-3 ans, et il avait eu cette phrase justement à une personne qui lui racontait une histoire extrêmement douloureuse comme ça de violence sexuelle, et à un moment il lui dit, mais mademoiselle, c'est quelque chose qui vous est arrivé. Et tu sais, cette phrase a eu l'air de sidérer la personne, comme si elle l'entendait pour la première fois, et il lui dit finalement, c'est quelque chose qui vous est arrivé, ça ne vous constitue pas. Bien sûr. Mais c'est quelque chose qui vous est arrivé. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et puis surtout parce que même si tu as ce statut de victime pour ce qui t'est arrivé, tu n'es pas que ça. Tu es plein d'autres choses. Bien plus que ça, bien sûr. Et tu as reçu quelque chose que tu ne voulais pas, qui était violent. Et comme tu l'as dit, je n'en veux pas, je lui rends sa violence. Et donc c'est sûrement pas quelque chose qui t'identifie. C'est très difficile de se dire qu'on va s'identifier avec quelque chose qui n'est pas venu de nous en plus. Et puis ce serait vraiment trop limitant. Enfin, comme je te dis, pour moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est juste un chapitre dans ma vie, tu vois. Et le reste, n'est pas écrit d'avance. C'est vraiment ça. C'est comme si ce que je partageais un jour dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais c'est comme si, tu vois, tu lis un roman et que tu vas lire, le même chapitre tout le temps. Au bout d'un moment, t'en as marre, tu veux connaître la suite de l'histoire. Et moi, la suite de l'histoire, elle est pas écrite d'avant. C'est moi qui l'écris, c'est moi qui suis auteur de ma propre vie, c'est moi qui suis l'héroïne de ma vie. Donc à la fois, je suis scénariste, auteur, producteur, et tout, je fais tout à la fois. Et ça dépend de moi. Par contre, ce qui est écrit déjà avant, ça, je ne peux pas l'effacer, ça fait partie de mon histoire. Mais comme quand tu lis un roman avec un héros qui vit des aventures et des malheurs, c'est ça qui fait rebondir. Et pour être pour faire un peu le psy, du coup, au niveau des signes cliniques, psychologique d'une personne qui a un trauma, toi tu dis effectivement le traumatisme c'est un chapitre et c'est comme relire toujours le même chapitre, mais alors je vais même aller un chouïa plus loin, les fameux flashbacks, les cauchemars, les images qui reviennent et qui sont très très douloureuses pour la personne et qui reviennent, quand on demande aux gens de décrire ce qu'il y a dans le flashback, c'est encore beaucoup plus court qu'un chapitre, c'est une ligne. Oui, c'est une ligne. Ils revoient une scène, une image horrible, et c'est toujours la même, toujours la même, toujours la même. Une ligne ou un paragraphe et que tu vas relire en boucle en permanence. C'est ça. Moi, j'avais pas envie de... On est bien plus que ça. Bien sûr. Je veux pas limiter ma vie à juste un événement. Non, c'est... Tout à fait. Bien plus. Et tout le reste, c'est à moi d'écrire, c'est pas écrit d'avance. Et on a l'impression, effectivement, voilà, c'était pour conclure un peu cette idée, mais que dans ce monde-là, on va dire, des gens qui s'intéressent à la question de la violence sexuelle et à la question des victimes de violences sexuelles, on a l'impression qu'il y a une tendance quand même à revendiquer des choses très identitaires. Et à la fois, j'entends parce que je vois la souffrance, et pour recevoir des personnes, je sais ce que c'est je sais pas ce que c'est pour l'avoir vécu, mais j'entends dans mon bureau et j'essaie d'être le plus empathique possible justement avec les personnes qui ont vécu des traumatismes. Donc j'entends cette revendication première, si tu veux, mais on est victime, mais qui pour moi en fait masque l'idée de croyez-nous. Et c'est un besoin de reconnaissance aussi. Exactement. En fait, mais je peux pas à chaque fois m'empêcher de le dire. Alors je le dis discrètement parce que je veux ou je le dis pas parce que je veux pas heurter les gens, et je me permets d'en parler avec toi parce qu'on parle comme ça librement, mais à chaque fois j'ai envie de dire attention quand même. J'entends la revendication, mais attention, parce que si on pousse cette voie jusqu'au bout, si on s'en tient à ça, on court le danger de maintenir la douleur. Et, tout à fait, et tu entretiens un peu la mémoire de ce passé-là, dont tu essaies de te défaire finalement. Exactement. Ouais. Et donc du coup, je trouve ça très intéressant, toute cette question de la résilience. Moi, c'est un mot qui me parlait. C'est vrai que j'ai lu aussi Boris Cyrulnik, et et je trouvais ça, que c'était vraiment beau comme mot. Enfin, tu vois, je voulais un nom pour mon blog. Et après, j'ai gardé le même pour mon asso, mais qui était porteur d'espoir. Moi, en tant qu'ancienne victime, quand j'ai commencé après à regarder sur Internet, quand je cherchais, j'ai cherché moi-même des blogs, en fait, qui parlaient de résilience, je voulais des témoignages porteurs d'espoir, et je n'ai pas trouvé ça. Donc, j'ai trouvé des témoignages de personnes qui avaient subi des violences sexuelles, mais c'était plutôt, un peu glauque ou pas très positif. Et moi, je me dis, mais moi, personnellement, est-ce qu'en tant qu'ancienne victime, j'ai envie de lire ça? Non. Moi, j'ai envie de lire qu'on peut s'en sortir, qu'on peut être heureuse, qu'on peut se reconstruire, qu'on peut avancer et qu'on peut avoir une seconde vie dans sa vie. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le blog que je n'ai pas trouvé. J'ai écrit ce que j'aurais aimé lire, en fait. Non, je suis d'accord, c'est vraiment bien. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a un petit côté comme ça. Si on veut parler de la violence, on va des fois jeter en pâture
des détails un peu pas terribles. Tu vois, quand on médiatise des affaires, l'affaire Matzneff, machin, souvent, etc., oui, voilà, on va jeter en pâture des détails un peu glauques, comme si ça allait attirer l'œil et le voyeur qui sommeille. Les médias se nourrissent beaucoup aussi de ça. Et parce que les médias se nourrissent de l'émotion. C'est un peu sensationnel et c'est... Voilà, les médias se nourrissent de l'émotion. Les médias, ils vont se nourrir de la peur qu'ils vont susciter chez les parents qui ont peur que leurs enfants, machin. Et une des émotions, c'est le dégoût. Et le dégoût aussi est aussi attirant que les autres émotions. Et il pousse les gens. Et je pense que des fois, il y a cette petite... on joue sur la peur, on joue sur la colère, on joue sur le dégoût, et qui souvent sont pas les émotions préférées des gens, mais qui sont aussi activantes, j'ai envie de dire. Quand tu veux faire du buzz, et ben il faut essayer de... Il faut pas le faire comme ça si on veut avoir une réflexion. Mais il faut essayer soit de faire peur aux gens, soit de les rendre tristes, soit de les rendre en colère, soit de les rendre joyeux, soit éventuellement de les dégoûter, soit de les surprendre. Les 6 émotions de base, elles fonctionnent extrêmement bien, et souvent on pense pas au dégoût. Et il faut bien voir aussi, parenthèse, c'est ce que je dis, je crois que je l'ai dit sur ma chaîne YouTube, mais que il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions, au sens où les gens croient que la joie est la bonne émotion, que la surprise est à peu près neutre, et puis que les 4 autres sont des émotions négatives. Mais en fait, il y a des gens, leur émotion préférée, c'est pas forcément la joie. Il y a des gens qui aiment bien la tristesse, ils vont voir des films tristes, ils vont pleurer au cinéma, ils vont écouter des chansons tristes. Il y a des gens, ils aiment la peur, ils vont sauter en parachute, ils vont faire des montagnes russes. Il y a des gens qui aiment la colère, qui sont des révoltés. Par exemple, si tu vas dans des partis politiques, des syndicats, tu vois. Mais la colère peut être un très bon moteur, c'est vrai, pour avancer. Moi, je trouve que oui. Il y a des gens qui l'apprécient, qui sont attirés par les choses qui les mettent en colère. Et même le dégoût. Moi, je me suis toujours dit, il y a des gens qui regardent à la télé des émissions où on va leur faire manger des trucs, tu vois. Mais même le dégoût, donc tous ces trucs-là qui suscitent des émotions attirent notre regard. Et je trouve ça chouette qu'on puisse dépasser ça et que tu dises, mais ok, ça c'est nos instincts de base, c'est nos émotions de base, mais de quoi nous, personnes qui ont été victimes de ça, de quoi on a besoin? On a besoin d'entendre des récits de reconstruction. Moi, j'ai besoin d'espoir et je trouve ça qu'on remarquable. me transmette aussi des choses qui peuvent m'aider. Voilà, je dis pas, moi, je parle pas au nom de tout le monde. Je parle en mon nom et ça m'a aidé, etc. Mais peut-être que voilà, ce que je partage, ça peut peut-être faire réfléchir d'autres personnes. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, en voyant les morceaux du reportage qu'on a sur Combini, j'ai été très intéressé d'entendre ta manière d'écouter, de questionner et de ramener sur la reconstruction régulièrement. Ça s'entend même dans les quelques échanges qu'il y a. Je remercie Clarence, c'est mon ami coach, parce que voilà, je me suis formée au coaching, je suis devenue coach de vie et j'accompagne des personnes dans leur chemin de reconstruction. Et ce groupe-là, il était animé aussi par une coach qui s'appelle Clarence, qui m'aide depuis 1 an. Et c'est vrai que tous les deux, on a une posture de coach et on pose souvent des questions. Il y avait une question, je pense, sur il avait demandé à une des participantes, est-ce que tu peux me dire quelque chose de positif sur toi? Ou voilà, si tu devais le dire à quelqu'un avec qui tu aimerais en parler en premier. Enfin, nous, on a une démarche de plus recentrer sur le présent. Je vais pas lui dire raconte-moi ton histoire, je trouve que c'est pas très disons que j'imagine qu'une personne qui vient les premières fois qu'elle c'est comme moi je dis souvent, c'est ce que je dis dans un de mes bouquins où je dis que la thérapie c'est acceptation puis changement. Donc d'abord il y a une phase d'acceptation où on doit accueillir quelque chose, tu vois. Donc j'imagine que quelqu'un qui se met à parler dans un groupe, il y a un moment où il va sauter le pas, il va enfin pouvoir dire ce qui s'est passé. Il a ce besoin-là aussi en fait de pouvoir déposer sa douleur aussi. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'après, au bout d'un temps, tu vas lui dire, et donc, qu'est-ce qui a commencé à t'aider déjà dans ta reconstruction? Qu'est-ce qui a fait que de quoi t'as besoin? Comment t'as trouvé le courage de réussir déjà à ça? Parce que nous, c'est vrai qu'avec nos questionnements, bon, c'est peut-être aussi notre posture de coach, mais on va beaucoup chercher les ressources des gens, parce que des gens n'ont pas forcément conscience qu'ils ont des ressources, mais on les a, ces ressources. Il faut juste aller creuser. Et puis, c'est pas parce qu'on a vécu un événement traumatique que t'as perdu toutes tes ressources d'un coup. Non. Ça peut-être que t'as l'impression que ça les a endormis, mais c'est présent en toi. Donc mettre à jour les ressources, et on a tous du potentiel et qui demande souvent qu'à être exploité, en fait. Moi, je pensais, tu vois, j'avais vécu ça, ça touche beaucoup à la valeur personnelle. À un moment, moi, j'ai vécu ça, et dans ma tête, je me dis, je n'ai pas de valeur. Enfin, je pensais, voilà, j'avais une très faible estime de moi, j'avais pas confiance en moi, et puis j'estimais que moi-même, je n'avais pas de valeur, puisque je n'avais pas eu de valeur à ce moment-là pour quelqu'un, pour qu'on me traite de cette façon. Et c'est que je n'avais pas de valeur tout court. Et donc, j'avais même pas de valeur moi-même à mes propres yeux. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, la thérapie, ça m'a aidé parce que ça m'a aidé à m'affirmer moi. Je me suis dit, en fait, j'ai de la valeur et je m'autorise aussi à faire des choix que je ne m'autorisais pas. Enfin, c'était une forme d'autorisation à soi-même. Et les personnes que je suis, souvent, c'est vrai que les sujets qui reviennent souvent, au-delà de leur traumatisme, mais c'est des choses concrètes, c'est-à-dire, voilà, j'ai un problème d'estime de moi, j'ai pas confiance en moi, je trouve que j'ai pas de valeur, j'ai pas, et souvent, quand tu
tu vois, t'as l'impression que cette épreuve te définit et que t'arrives pas à te dépêtrer de ça, et en fait, on essaie d'ouvrir un petit peu les perspectives, en fait. Non, c'est que t'es pas que ça, t'as plein d'autres choses. T'as aussi des projets, t'as aussi des passions, t'as des choses, en fait, et il y a une expression très juste, je sais pas qui a dit ça, mais c'est vrai que qui c'est qui a dit cette phrase? Peut-être que tu me diras, mais ce sur quoi on porte notre attention se développe. Donc si tu penses qu'au truc négatif dans ta vie, tu vas focaliser que sur du négatif. Si à un moment tu commences à avoir ce que tu peux faire, ce que tu as envie de faire, etc., ça va... Alors pour la phrase que tu dis, je sais pas qui l'a dite. Moi, je sais que je dis souvent une phrase aussi qui vient d'Yvonne Dolan, c'est une thérapeute en thérapie orientée solution. Elle dit souvent aux thérapeutes en formation, elle leur dit attention, ce dont on ne parle pas n'existe pas en thérapie. Donc pas du tout le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure sur pas parler, c'est quelque chose dont tu parlais pas mais qui existait. Ouais. Mais dans le cadre d'une thérapie, dans le cadre d'une démarche d'aide, ce dont on parle pas n'existe pas. Donc si par exemple je me mets à parler que des problèmes aux gens, et que des causes de leurs problèmes, des sources de leurs problèmes et des sources de leurs souffrances, il faut en parler pour les accueillir. Mais si je ne parle que de ça, et que je parle jamais de l'avenir, et que je parle jamais de ce qui marche, et que je parle jamais de ce qui aide, et que je parle jamais de ce qui va mieux, je vais laisser l'idée que c'est pas le lieu. Ici, c'est pas de ça qu'on parle. Ici, ça n'a pas sa place. Et au final, on passe souvent à côté de grosses informations. Et c'est vrai que parfois, on peut reprocher ça au modèle médical. Le modèle médical qui est centré sur la maladie. Sur un symptôme. Le symptôme, maladie, cause de la maladie, guérison. Tu vois, le modèle médical. Alors, le modèle médical, on va dire, en tout cas occidental, toi qui as connu la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment un autre système de penser, de penser la médecine et de penser la santé. On en a parlé juste avant l'enregistrement. Mais quand on a ce modèle-là, c'est vrai que quand on passe à l'aspect psychothérapie, on n'est pas là-dedans, justement. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui fonctionne. Et on aurait trop tendance à se dire, tu vois, sur un examen physique, je pourrais dire, vous venez parce que vous avez mal au poumon ou à la gorge. Bon, vos genoux fonctionnent. Bon, on va pas parler de vos genoux. Tu vois. Mais dans une thérapie, si je dis, le domaine professionnel ne marche pas, par exemple, mais qu'est-ce qui marche d'autre? C'est personnel. Ah oui, mais ça n'a rien à voir, puisque c'est mes genoux alors que j'ai mal à la gorge. Sauf qu'on est en entier quand on est en thérapie. Et donc, du coup, des fois, quand on débute, on parle pas assez de ce qui marche. Et en fait, ce qui marche, ça aide les gens, et surtout quand c'est lié à leur reconstruction. Enfin, en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé cette façon de questionner. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu me partages, parce que c'est vrai que voilà, les groupes de parole, c'est un lieu où on peut échanger. Bien sûr, on échange nos peurs, nos doutes, ce qui nous pèse, les émotions qu'on ressent et qu'on a du mal à extérioriser. Mais c'est un lieu où il n'y a pas que ça, tu vois. On partage aussi nos projets, nos aspirations, et tout ce qu'on est au-delà de ça, c'est ça en fait qui est beau. Tu sais, mais je suis complètement d'accord. Moi, quand j'ai commencé à être orienté plus vers les ressources et les solutions, je me rappelle, je travaillais au CHU et j'avais entre autres comme fonction, je regardais les courriers qu'écrivaient les internes quand un patient sortait. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu des très très bons internes qui me faisaient des très beaux courriers où ils me décrivaient très bien les symptômes, c'était super. Mais souvent, quand il y avait quelque chose qui marchait, c'était passé en très rapide. Il y avait une ligne. Par exemple, le patient continue quand même à avoir une activité sportive. Au milieu de tout un flot de descriptions, tu vois, de dépression. Et des fois, je leur disais, mais comment il fait pour maintenir cette activité alors que le reste va mal? Et souvent, j'avais cette réponse, qui est la réponse peut-être qu'on apprendrait basiquement. Il m'a dit que ça marchait, donc je lui ai pas demandé. Et moi, j'avais envie de leur dire, il t'a dit que ça marchait, donc faut aller le questionner. Bah oui, qu'est-ce qui fait que ça marche quand voilà, parce que tu vois, la démarche médicale physique de base, elle est là-dessus. Si quelque chose marche, tu vois, tu vas pas aller voir un médecin de base en lui disant, j'ai mal à l'estomac, mais par contre, mes yeux fonctionnent très bien. Oui, tout Il va te dire, bon d'accord, mais là, je vais m'intéresser à votre... Et c'est normal qu'il fasse ça. Et quand on est dans cette médecine-là, c'est normal qu'on fasse ça. Mais par contre, si je dis, j'ai des relations catastrophiques au travail, mais par contre, avec ma famille, ça marche, ça tient fort. Eh bien, les deux peuvent m'intéresser. Je vais accueillir la souffrance de la personne, mais c'est difficile, j'ai un supérieur hiérarchique qui est pas sympa avec moi, qui me met la pression. Ok. Et comment vous faites dans votre famille pour que ça marche bien, pour avoir des gens soutenants? Les deux vont m'intéresser, l'ensemble de l'individu. Et donc, je trouve ça chouette que c'est pas un groupe de parole au sens viens juste vider ton sac et viens déposer tes problèmes. C'est une étape super importante. Oui, ça c'est une étape. Voilà, au début, si c'est la demande du groupe, on va le faire. Mais moi, je veux voir un groupe avancer. Plutôt, et peut-être, c'est vrai que moi, le coaching, ça m'a beaucoup aidé, le fait de me former. Mais t'as raison, tu vois. C'est pour ça que le coaching me passionne. Quand les gens viennent me voir, ils me disent, je sais pas, j'ai pas confiance en moi, etc. Ça marche pas, nanana. Je vais lui demander, cite-moi en fait un moment dans ta vie où tu t'es senti fier de toi, où t'as eu confiance, etc. Parce que et là, on va me citer, à tel moment j'ai fait ça, mais parce que je sais que la personne a ses ressources. Si tu l'as, on va dire, je sais pas, dans ton travail, tu peux l'utiliser aussi dans ta vie perso ou dans ta vie amicale. C'est que
Souvent, les gens ont les ressources, ils savent juste voilà. pas comment les utiliser. Tu les as et tu penses que tu les as pour telle situation, mais en réalité, tu peux l'utiliser aussi pour d'autres situations. C'est ça. Non, c'est vraiment intéressant et de voir ces groupes évoluer. J'avais 2-3 autres questions, quand même qui m'intriguaient. Oui, on est bien d'accord, juste pour le préciser, tu parlais de coaching, tu parlais de complémentarité, donc tu t'inscris dans une complémentarité avec les gens qui feraient une démarche de psychothérapie pour eux-mêmes, par exemple. Le coaching, c'est une activité qui est différente de celle de l'asso, parce que ça, c'est mon activité le coaching, l'asso, mais disons pour le groupe, par exemple. Si quelqu'un te dit, moi, le groupe, ça m'aide vachement, et c'est la seule forme d'aide dont j'ai besoin. Le groupe, c'est complémentaire, en fait. Alors, souvent, les personnes qui viennent me voir, c'est vrai que je les questionne aussi, la plupart, c'est pas une condition sine qua non, mais la plupart, les personnes ont un parcours thérapeutique individuel. Et c'est vrai que je leur dis, le groupe, il est complémentaire d'un parcours individuel, c'est-à-dire qu'un groupe ne va pas se substituer à leur thérapie. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu viens en groupe qu'il faut, dès demain, arrêter la thérapie. J'entends que ça coûte cher. Oui, sûrement, c'est un investissement. Mais moi, c'est un investissement qui valait le coup. Je regrette pas. Mais, un groupe ne va pas remplacer quelque chose que tu as déjà mis en place. C'est un plus. C'est pas une substitution. Et ça, c'est vraiment important que les gens en comprennent parce qu'un groupe, c'est pas une thérapie en soi. Enfin, sans doute que ça a des vertus thérapeutiques, mais c'est un groupe, c'est vraiment pour pouvoir partager, échanger, mais c'est pas à visée thérapeutique à la base. Moi-même, je ne suis pas médecin et j'ai pas cette prétention-là. Oui, c'est un complément. Mais ceci dit, moi, qui est important. Je fais partie des gens qui pensent qu'on fait pas assez de groupes. En France, je sais pas pourquoi on a une espèce de réticence à ça. Il y en a beaucoup ailleurs, dans le monde anglo-saxon, et ça a l'air d'être une vraie aide pour les gens. Et il me semble que quand il y a un groupe qui est là, déjà il y a une certaine notion d'intelligence collective quand même. À réfléchir à plusieurs, on réfléchit quand même un peu mieux, surtout quand on est dans une ambiance d'écoute et de bienveillance, où on se passe la parole et où c'est pas un débat, on n'est pas là pour gagner, on est là. C'est pas du tout un débat. Du coup, je pense qu'il y a l'intelligence collective et je pense qu'il y a cette notion de père aidant. Justement, tu vois, par exemple, moi, comme je te disais, je suis pas, contrairement, tu vois, là, ce que tu as raconté ta thérapeute, moi, c'est pas quelque chose que je peux dire aux gens parce que c'est pas le cas. Je peux leur dire moi-même, j'ai subi ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça rend, ça donne quelque chose de différent ? Parce que moi, tu vois, j'avais presque une réticence avec ça en me disant, mais quand on est soi-même victime, est-ce qu'on arrive quand même à être, je sais pas parce que je le suis pas, mais si j'avais été, est-ce que j'arriverais quand même à garder une posture thérapeutique ? Est-ce que ça entrerait pas trop en résonance avec ce qui m'est arrivé ? Est-ce que je serais... Tu vois ? Ou est-ce qu'à l'inverse, le fait de ne pas avoir été victime me rendrait complètement illégitime pour aider ces personnes-là ? Enfin, tu vois, c'est un vrai questionnement parce que y a tellement de victimes que moi, c'est ce que je dis quand je forme des gens. J'ai en face de moi donc plutôt des soignants, des thérapeutes, donc majoritairement des femmes. Et même s'il y a beaucoup de victimums, je voudrais y revenir après, mais voilà. Mais donc, statistiquement, en face de moi, il y a des gens qui ont été victimes de ça. Et que je suis en train de former à aider d'autres à être victimes de ça. Tu vois ? Et j'oscille toujours, je pense que les deux sont faux, mais j'oscille toujours entre les deux en train de me dire, oula, attention, est-ce que être victime, faut faire attention quand même, est-ce que ça résonne pas trop avec nous ? On est là pour aider la personne, on n'est là pas là pour que ça résonne. Inversement, ne pas être victime, est-ce que ça empêche de quelque chose ? Est-ce que ça nous prive de quelque chose ? Ça nous prive d'une connexion avec la personne ? Ou au contraire, est-ce que c'est aidant parce que ça nous permet de pas trop entrer en résonance ? Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais tu dis que toi, ça a été important pour toi que ta thérapeute, elle te dise ça. Alors moi, ça m'a aidé parce que... Alors moi, je peux te parler qu'en tant qu'ancienne victime, on va dire, parce que je suis pas dans l'autre cas, mais moi, ça m'a aidé quand ma thérapeute m'a dit ça. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'elle me le dise, mais je me suis dit, déjà... je me dis, c'est une preuve de confiance aussi. Elle me dit ça. Moi, je lui raconte mon histoire et puis à la fin, elle était pas obligée de me dire ça. Elle me le dit. Et je dis, je sais pas pourquoi elle me le dit. Mais moi, ça m'a aidé en tout cas à ce moment-là. Elle m'a pas raconté les détails. Elle m'a dit juste, je suis une ancienne victime et aujourd'hui, je suis heureuse et je vais bien. Et dans mon histoire, je me suis dit, là, je sais que je suis la bonne personne parce que elle va me comprendre. En fait, c'est vrai que moi, à ce moment-là, je me suis dit ça. Elle va me comprendre par rapport à... Mais tu dirais que c'est une condition... c'est pas une condition. Elle me l'aurait pas dit. Je pense que j'aurais continué avec elle, mais c'est vrai que le fait qu'elle m'ait dit à moi, dans mon cas en tout cas, j'ai l'impression que j'avais pas besoin de chercher ailleurs. Enfin, je sais que cette personne-là était alors, comme une confirmation. Je me suis dit, peut-être que c'est un signe. Je sais pas pourquoi elle me le dit, mais oui, non, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est une question aussi que j'explore. Bon, effectivement, moi, mon idée, c'est qu'il y a des personnes qui sont anciennes victimes, qui peuvent être très bons thérapeutes, et d'autres qui peuvent l'être moins, et des gens qui n'ont pas été victimes, qui peuvent être bons thérapeutes ou pas. Par contre, quand on a été victime, je pense que c'est important. Ce processus de résilience d'y être passé avant même toi en tant que personne qui anime un groupe. Tu vois, parce que
Par contre, j'ai eu, hélas, des témoignages de patientes qui ont été très mal avec une thérapeute qui, justement, était ancienne victime, mais pas vraiment résiliente, et qui plutôt est entrée dans un truc, oh là là, mais c'est un peu ce qui m'est arrivé, et qui s'est montré très ému. De transfert aussi, de transfert, enfin, en tout cas, une forme d'émotion de la thérapeute qui, au contraire, a un peu déstabilisé les patientes en question, en disant, mais moi, j'étais pas là pour elle aille mal. Tout à fait. Et voilà. Tandis que toi, ta thérapeute, ce qu'elle dit, c'est, mais je suis résiliente, en fait, je vais bien dans ma vie. En fait, elle a fait pour toi. Elle m'a montré un chemin, j'ai dit, ah ouais, en fait, elle est heureuse, elle a vécu ça. Elle t'a montré le chemin. Elle m'a montré un chemin, enfin, je la remercie d'ailleurs. Le chemin que tu poursuis, parce que toi, c'est ce que tu dis finalement. Tu dis, mais ok, je l'ai fait, et regarde, voilà d'autres gens qui le font. Mais t'as raison, c'est cette posture-là aussi que j'ai quand des personnes me confient leur histoire. Oui, bien sûr, ok, oui, en effet, c'est difficile ce que t'as vécu. Je ne dis pas le contraire, mais moi, c'est pas ça que je vois, en fait. Je vois que t'es une résiliente, t'es en train d'être sur ton chemin de résilience. Donc je pense que c'est extrêmement complémentaire. J'ai pas du tout de... Je suis convaincu que les patients que je vois, même si je pense parce que factuellement, il y a eu des gens qui sont allés mieux en venant me voir et en venant voir mes confrères, donc ça peut aider, les techniques qu'on a, je pense à l'hypnosothérapie, bref, il y a des choses qui peuvent vraiment aider les gens, j'en suis absolument convaincu, sinon je l'enseignerais pas, et je pense que ça peut avoir un côté complémentaire, d'avoir à la fois ce côté, professionnel et technique de la thérapie, et je pense que ce côté accueil je trouve que le travail que tu fais est vraiment chouette. Je pense que ça me touche beaucoup. Non, vraiment, je pense qu'il est extrêmement complémentaire. Mais après, je voulais préciser quelque chose, c'est pas parce que on n'a pas besoin d'avoir été ancienne victime pour animer des groupes de parole. Tu vois, j'ai plein de personnes, des amis, des coachs, des thérapeutes, etc., qui m'aident à animer des groupes et qui sont pas forcément des anciennes victimes. Donc en fait, c'est pas parce que tu as été ancienne victime que tu peux animer correctement un groupe, ou que tu peux aider les gens ou accompagner les gens au niveau professionnel. Mais il est important, entre guillemets, il est important de t'avoir entendu parler, parce que ce que tu dis est vraiment important. Il faut que, en étant victime ou pas, le discours c'est quand même celui-là. C'est quand même celui de tu n'es pas que une victime, tu es aussi autre chose, et ça existe. Des gens qui s'en sortent, et effectivement toi tu t'appuies sur ton expérience personnelle, mais ce qui est génial c'est qu'à force qu'il y a eu des gens dans le groupe et que tu vois évoluer, il n'y a pas que ton expérience personnelle, il y a aussi d'autres gens dans d'autres situations, et moi je dirais que justement n'étant pas moi-même dans cette situation, je peux m'appuyer sur la situation d'autres personnes. Alors je raconte pas forcément ma vie personnelle, mais je sais ce que c'est que grandir avec des gens qui sont des résilients de beaucoup de choses, et je peux donner le témoignage d'autres gens. C'est-à-dire, moi, c'est une grande chance. J'ai vu beaucoup de patients et de patientes être évoluer, en fait. Quand tu as une patiente, je peux dire, ça existe, des gens qui s'en sortent. Je le dis pas parce que moi je l'ai vécu, mais je dis, j'en ai vu d'autres. Parce que t'es témoin de ça, je suis témoin de ça. Je le vois au quotidien, et c'est l'horreur c'est les horreurs de la vie, les choses qui arrivent là, mais c'est le cadeau de la vie, quelque part, de voir des gens se sortir de ces épreuves terribles. Mais tu sais, c'est ça que les gens recherchent aussi. Moi, j'ai souvent des messages de personnes qui m'écrivent, qui ont vécu des choses aussi difficiles, ou des violences sexuelles. Ils me disent, mais c'est vrai, alors on peut s'en sortir. Je vous ai lu ou je vous ai vu, et en fait, vous me donnez tellement d'espoir. Donc, je ne pensais pas que c'était possible de s'en sortir. Mais j'ai dit, mais si, en fait, on peut s'en sortir. Et aujourd'hui, je pense que le temps est venu. C'est vraiment ça. Je pense que le temps est venu, tu vois. C'est-à-dire que là, on a été dans une période qui n'est pas finie, et c'est un combat sans cesse renouvelé. Mais il y a un combat pour que les victimes existent, soient reconnues, puissent parler. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important, et qu'on ait le devoir de dire que le coupable, c'est l'agresseur et pas la victime. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental, tout à fait. Mais je pense que, j'espère en tout cas, que le message commence à prendre quand même dans la tête des gens, qu'on se réveille sur des affaires du passé, qu'on se dise non mais attends, qu'est-ce qui se passe là, que quand une victime parle beaucoup plus facilement qu'avant, beaucoup plus de gens soient touchés, que certains sujets qui ont été mis en avant par des associations aient été vraiment repris et adoptés par la société. Enfin, la question du viol, la question des violences sexistes et des femmes battues, etc. Enfin, et du coup, je pense que voilà, on voit poindre ce mouvement-là, et je pense que le temps est venu effectivement de parler de ça et de parler de ces reconstructions. C'est fondamental, c'est vraiment très important. C'est ça qui manque aussi souvent, parce qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de témoignages de victimes, on va dire, mais moi j'ai rarement vu des reportages ou des témoignages de personnes qui disent voilà qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller bien, ou dire je m'en suis sortie, je vais bien, je suis heureuse, etc. C'est pour ça que je pense que c'est une idée dont le temps est venu. Franchement, c'est vrai que les personnes qui ont vécu ça, c'est ce que tu recherches. Si tu vas mal, t'as pas envie de
de regarder d'autres personnes qui vont mal. Si t'es en dépression, tu vas pas regarder d'autres personnes déprimées, en fait. Si t'as envie de t'en sortir, donc tu cherches des solutions à mettre en place. Et c'est vrai que une victime, souvent, elle est confrontée à ça. C'est que, voilà, c'est qu'on me dit souvent aussi, ok, j'ai vécu ça, ou j'ai fait ma thérapie, j'ai porté plainte, ou j'ai fait mon parcours, mais voilà, je suis quand même seule, et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que, voilà, comment je fais pour m'en sortir? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Les gens veulent pas reculer, hein, tu sais, on veut tous aller de l'avant. Bien sûr que c'est dur, hein, je dis pas que ça prend du temps, c'est difficile, mais ne rien faire, c'est difficile aussi, hein. Tu sais, quand j'étais dans mon silence et dans l'isolement, c'était dur, c'est un choix que j'avais fait, que j'assume. Mais aujourd'hui, tu peux vraiment choisir d'avancer, de te reconstruire, et le temps est venu de montrer aussi cette image-là, voilà, de transformation. Moi, ce qui me passionne, tu vois, moi, je peux pas arrêter les violences sexuelles, ça restera toujours, en fait. Il y en aura peut-être de moins en moins à force de sensibiliser, d'en parler. Mais moi, ce qui me passionne vraiment aujourd'hui, c'est tout ce qui est changement, transformation personnelle. C'est comme un voyage intérieur, tu apprends à te connaître et tout, et tu... C'est un très grand message d'espoir. Voilà. Et du coup, alors, juste avant de finir, une ou deux autres questions un petit peu sur un ou deux points. Je voudrais juste que tu me dises une chose que tu m'as dit la dernière fois qu'on a discuté, sur le fait que les personnes qui viennent, le type de violence qu'elles décrivent, ça a évolué avec le temps. Que tu disais qu'au début, tu avais plus de violence de type violence sexuelle intrafamiliale. Oui. Et que maintenant, il y a d'autres sujets qui viennent de plus en plus dans les groupes. J'ai remarqué, voilà, quand j'ai commencé mes groupes en septembre 2018, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'inceste, voilà, tout ce qui est violence intrafamiliale. Et avec le temps, et peut-être parce qu'on en parle aussi de plus en plus avec la libération de la parole, j'ai toujours de l'inceste, mais j'ai de plus en plus de personnes, voilà, qui ont vécu des violences conjugales, donc souvent viols conjugaux par un ex-conjoint, ex-petit copain, etc. Et que ça a toujours, en fait, c'est que les gens en parlent plus librement, je pense. Ça a toujours existé. Comme je te dis, voilà, les violences sexuelles, ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'on en parle maintenant qu'avant ça n'existait pas quand on n'en parlait pas, mais que le fait que des personnes, libèrent leur parole. Et ça parle. Et puis on a mis des mots pour le dire. Consentement aussi et des choses comme ça. J'ai remarqué que il y a plus de personnes, qui ont subi des violences au sein de leur couple, par exemple, et qui ne s'en rendaient pas compte, en fait, parce qu'elles pensaient que c'était normal, ou il y avait aussi une notion de devoir conjugal qui n'existe pas, mais c'est tellement ancré, tu vois, dans la mentalité, on se dit, je suis en couple, donc il y a des choses ce qui est normal, en fait, et que Sauf que quand on n'en parle pas non plus, c'est assez, tu vois, c'est assez intime ce qui se passe dans un couple, les gens ça les regarde pas, même les gens ne vont pas regarder ce qui se passe dans ton couple, donc donc ça a un peu évolué de ce côté-là. Je pense que plus quand même la parole se libère, et ça parle beaucoup de consentement aussi maintenant. Et les personnes réfléchissent et me disent finalement là je ne voulais pas, ou c'est pas parce que je suis pas débattue que j'étais consentante. En fait, c'est vraiment une notion de d'accord. Donc dans le groupe, on entend des histoires de ce genre, et du coup, tu as l'impression que comment ça se passe dans le groupe finalement quand il y a quelqu'un qui raconte une histoire qui des fois est difficile, avec des détails assez désagréables? Est-ce que tu penses que les autres personnes, du fait d'avoir été victimes, arrivent à l'encaisser plus facilement, ou qu'au contraire vont très mal et ça résonne avec leur truc? Comment c'est accueilli? Parce que moi je vois bien, c'est une question qu'on me pose des fois au niveau des thérapeutes. On dit quand même, quand on commence à s'intéresser au trauma, on va entendre des personnes nous raconter des histoires difficiles. Bon, alors c'est notre boulot, et puis nous on a des outils, et puis voilà. Mais je me dis, une personne qui est victime, et qui donc n'est pas que victime, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas forcément préparé à entendre ça. Qui n'est pas préparé, qui n'a pas cette posture. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est comme moi, souvent on me demande, Ania, comment tu fais pour écouter des histoires toute la journée et tout, depuis tout ce temps, ça doit être dur. Et en fait, non, pour moi ce n'est pas dur, parce que c'est pas mon parcours, c'est son histoire, c'est ça. Si elle partage une souffrance ou des douleurs, ça lui appartient, ce n'est pas la mienne. Moi, j'ai mon parcours et cette personne a la sienne. C'est vrai qu'on peut être en empathie avec elle sans prendre. Bien sûr, on est humain. Moi, je ne prends pas. J'ai jamais pris la souffrance des autres. Mais les personnes qui sont dans le groupe, c'est vrai que, alors c'est très rare maintenant que je fasse des groupes où les gens racontent à tour de rôle que leur histoire. C'est plutôt en fait ce qui va les bloquer aujourd'hui pour avancer. Mais si la demande du groupe aujourd'hui est de dire chacune on raconte son histoire, c'est ok aussi. Donc généralement, si on est une dizaine de personnes, on a quand même un temps de parole limité parce que ça dure 2 heures. Donc chacune parle, on va dire 10 minutes. Mais c'est vrai que moi je préviens aussi, je fais des réunions avant d'accueillir des nouvelles participantes, et je leur dis bien aussi, les groupes de parole ça peut remuer, ça peut secouer, donc c'est pour ça que je demande à chacune si vous avez un parcours individuel ou pas, parce qu'il y a des choses qui remuent, et après s'il y a des choses qui se réveillent après un groupe, il faut le travailler en individuel. Et je dis bien aux personnes qui viennent aussi que les histoires qui se partagent, en fait, il faut
avoir conscience que c'est le parcours de l'autre. Donc c'est-à-dire que l'autre personne dit, il faut pas être une éponge, j'ai absorbé, il faut aussi quand même se protéger. On va dire, tu peux pas absorber les souffrances des autres parce que ce n'est pas la tienne. Donc tu les prépares un peu. Je leur dis aussi, c'est vrai que je leur dis, ben voilà, je répète, et ben ce que les gens partagent, je le dis en réunion d'information, voilà, ce que les gens vous partagent, et ben sachez que c'est son histoire à elle, c'est votre parcours à vous, c'est le vôtre. Mais c'est pas parce qu'une fille va raconter autre chose que votre souffrance devient... Ça peut résonner pour elle, ok, mais ça veut pas dire... qu'elle pense non plus que sa souffrance est illégitime en se disant « Oh, il est arrivé pire que moi ». Mais... Tu vois, il peut y avoir aussi un truc comme ça. Il n'y a pas non plus de comparaison. C'est vrai, je dis aussi, on n'est pas là pour comparer parce qu'il n'y a jamais deux histoires pareilles, c'est jamais le même contexte, les mêmes personnes, la même situation. On ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Et c'est ça, donc il y a un travail de préparation. Et après, je leur dis aussi, il ne faut pas non plus absorber la souffrance des autres. Enfin, il faut quand même faire la part des choses, c'est-à-dire que son parcours, ce qu'elle partage, c'est son parcours à elle, et ce que tu partages, c'est ton parcours à toi. Donc je cadre un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Donc tu as une préparation, et donc à force de vivre tous ces groupes, tu as dû apprendre énormément de choses sur la façon de le faire. J'ai appris énormément. T'as appris par essai-erreur un peu. Ah oui, bah tout à fait. Il y a des fois où j'ai dû faire la mauvaise façon, mais ça m'a permis de prendre conscience et d'améliorer mes groupes. Et puis même souvent mes groupes, je demande aussi aux participantes. Bon là, j'en ai animé peut-être un peu plus d'une 60aine, et justement, je demande aux gens. C'est grâce aux personnes qui participent aussi, qui me font des retours. Je leur demande de me faire des feedbacks, me dire, voilà, si elles peuvent me faire un retour sur le groupe, ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles ont pas aimé, même si c'est ok. Enfin, moi, je prends pas de façon personnelle. Elles peuvent me dire, ça, j'ai pas du tout aimé cet exercice, ça m'a pas aidé. C'est ok. Ça veut pas dire qu'elles m'aiment pas moi. C'est technique, rien presque, j'ai envie de dire. Et comment je pourrais améliorer les groupes? Souvent, je demande ça. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver? Comment je pourrais améliorer? Et c'est grâce à ces retours-là que j'ai pu développer des activités quand j'ai eu des demandes, voilà, on aimerait avoir d'autres choses, etc. Tout à fait. Et que j'ai trouvé les professionnels pour m'aider dans ces projets. C'est comme ça que j'aime dire. Je trouve que ce qui est beau, c'est que c'est une co-création, voilà. Ah oui, c'est ça qui me plaît, qu'on crée ensemble. C'est ça, c'est génial. Et j'avais une question aussi sur un sujet, puisque tu en as parlé, ça fait partie de l'évolution des groupes. Je me suis intéressé à la violence sexuelle depuis quelques années, du côté des victimes comme du côté des auteurs. Et on disait à l'époque, avec les collègues qui faisaient de la recherche là-dessus, qu'il y a deux sujets qui sont assez tabous. C'est les victimes hommes et les agresseurs femmes. Oui. Alors, je sais pas si sur les agresseurs femmes, tu as une position là-dessus, parce que toi, c'est des victimes que tu reçois et pas des auteurs. Mais j'imagine que si jamais il y a des récits dans lesquels il y a des agresseurs femmes, ça doit peut-être être surprenant pour un certain nombre de gens d'entendre ce genre de récit, parce qu'on en parle moins. Je pense qu'il y en a plus que ce qu'on dit. Oui, alors c'est pas parce qu'on en parle moins que ça n'existe pas, en fait, mais c'est vrai que c'est un peu plus invisible, c'est peut-être même plus tabou, mais ça existe, des agresseurs femmes. C'est vrai qu'on va dire au niveau des chiffres, il y a moins de femmes agresseurs que d'hommes agresseurs, mais comme tu parles des victimes hommes, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'existe pas. En fait, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, et sûrement plus qu'on imagine, et avec il me semble, des difficultés spécifiques liées à leur genre. Comme la difficulté d'en parler, la difficulté de s'en plaindre, la difficulté d'avoir peur de passer pour quelqu'un qui n'aurait pas été assez fort, enfin quelqu'un qui... Non, tout à fait, ça c'est vrai que c'est... J'ai l'impression qu'il y a une difficulté spécifique. C'est quoi ton expérience dans les groupes avec des hommes? Déjà, c'est vrai que la parole des hommes, elle est quand même plus invisible dans la société, tu vois, elle est moins attendue. Une femme qui parle de violence sexuelle, c'est plus ok au niveau de la société. T'entends rarement des hommes qui parlent de violences qu'ils ont subies, pas forcément sexuelles, mais ça peut être des violences conjugales, etc. On parlait beaucoup de violences conjugales à un moment, mais il y a aussi des hommes battus. Bien sûr. Et les hommes, c'est parce que ce sujet est tellement tabou, je trouve qu'il est vraiment très invisibilisé par la société. Et la parole des hommes a vraiment besoin d'être libérée. Donc moi, je suis des hommes dans mes groupes de parole, et c'est vrai que ça touche à des choses très spécifiques, comme tu dis. Dans les groupes d'hommes, il y a une question aussi, de difficulté encore plus que les femmes en fait d'en parler. Ça touche aussi à la virilité, la masculinité, des choses comme ça en fait qui sont différentes chez les femmes. Et c'est vrai qu'un homme il va peut-être même, à mon avis, moins porter plainte que ce soit des violences sexuelles ou même des violences conjugales. Il va pas dire j'ai été un homme battu, parce que on me dit souvent les gens ont peur de la réaction de la police pour dire t'es un homme, comment c'est possible, comment tu peux te faire battre, pourquoi tu t'es battu. Dans l'imaginaire collectif, c'est pas quelque chose de possible. Je suis d'accord. Et pour moi, au niveau de l'individu, je sais pas, pour moi, c'est la même violence que quand on dit à une femme comment t'étais habillée. Finalement, t'étais habillée, tu l'as un peu cherché, ou t'es un homme, tu t'es laissé battre, t'aurais dû agir autrement en tant qu'homme. C'est pareil que quand on dit à une fille, t'aurais dû t'habiller autrement en tant que femme digne, en quelque sorte. Et en ayant ces questions-là, d'ailleurs, t'aurais dû faire ceci, cela, c'est qu'on essaie de refaire l'histoire, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. On peut pas changer. Et on essaie de comprendre des choses, mais on n'est pas dans l'ordre de la compréhension, en fait. C'est des choses qui arrivent, et beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Mais c'est vrai que la parole des hommes, je trouve que ça mérite vraiment...
être beaucoup plus libérée et pour que ça soit moins tabou en fait déjà, faudrait que les gens puissent en parler et de montrer déjà que ça existe. Il y a des gens, c'est pas parce que on n'en parle pas que ça n'existe pas, enfin bien au contraire. Ouais. Je me rappelle justement quand le hashtag MeToo avait commencé à fleurir sur les réseaux sociaux, avant qu'il y ait une polémique autour de ça, au tout début quand ça a commencé. Et je me rappelle d'un de mes contacts qui l'avait écrit, un homme qui avait écrit MeToo. Et justement, les commentaires des gens, il y en avait eu 2 ou 3. Alors, c'est maladroit, mais la première, ah oui, c'est vrai, même les hommes peuvent subir. Tu vois, même les hommes. Donc, il y avait ce côté. On s'y attend pas, même les hommes. Ah, bon. Mais en tout cas, côté invisible. Mais ce côté invisible, ça va pas rester invisible tout le temps. C'est qu'on peut faire avancer les choses, en fait. Mais c'est vrai que moi, t'as raison. Moi, quand les hommes se confient, dans les groupes, moi, je suis vraiment hyper admirative. Je le suis aussi, bien sûr, pour les femmes. Mais quand un homme, quand même, arrive à se confier à un groupe et il a dû surmonter des difficultés spécifiques liées au genre, et il me semble que dans les 2 cas il y a un fait de surmonter les difficultés. Voilà, j'ai été violé, est-ce que t'étais habillé comme ci, puis de l'autre côté ça va être est-ce que t'aurais pas pu te défendre. Il va y avoir dans tous les cas une difficulté à surmonter, mais qui est un peu du même ordre, qui est on va culpabiliser la victime. Soit sur la façon dont t'es habillé pour une femme, ou un homme, la façon dont t'as réagi. Normalement t'es plus fort, comment c'est possible. Mais en réalité, c'est au-delà du sexe, qu'on soit homme ou femme, ou même les enfants, on n'en parle pas, mais les enfants aussi sont vraiment touchés, les mineurs. Mais c'est pas une question de genre, en fait. C'est une question de dignité humaine, en fait. Toi, en tant qu'être humain, peu importe, que tu sois un homme, une femme, ce que je rencontre dans mes groupes de parole et des problématiques qu'on partage, que tu sois un homme ou une femme, tu partages les mêmes problématiques, savoir comment enlever le poids de la culpabilité, accepter son épreuve, sortir du déni, comment libérer sa parole, la peur du jugement des autres. Là, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe pour ça. Et alors, du coup, pour aller jusqu'au bout de l'idée, est-ce que tu as fait des groupes mixtes ? Et en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur, voilà, c'est pour ça que je souris. C'est quelque chose que j'aimerais faire à terme. J'aimerais pouvoir proposer des groupes mixtes, parce que je trouve que c'est... moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas... c'est pas du tout une question de genre, et que peut-être que ça permettrait aussi d'ouvrir les consciences, de voir que homme ou femme, peu importe, mais qu'on partage les mêmes problématiques sur son parcours de reconstruction, et c'est quelque chose qui tient à cœur, en fait. Et j'ai un autre projet aussi qui me tient à cœur, ce serait de faire des groupes pour des proches de victimes. Parce que ça, il y a beaucoup de sensibilisation aussi à faire, et les proches de victimes, c'est aussi des victimes collatérales. Je comprends. Mais tu vois, on sent bien, on effleure à peine, et puis c'est pas le but d'entrer dans ces débats-là, mais c'est comme tout à l'heure ce que je te disais sur les personnes qui vont être dans la revendication forte d'une identité de victime, d'une identité d'invisibilisé, d'une identité etc., quoi, de victime de toute discrimination, ou d'identité de victime potentielle et préférentielle de la violence, ou d'identité de victime parce qu'on a subi, versus les personnes qui vont dire l'identité, comme tu le disais, c'est quelque chose finalement dont on doit sortir, reconnaître la victimisation de quelqu'un, c'est la première étape pour qu'il ne le soit plus, et on sent bien qu'il y a quand même 2 tendances. Là, je dirais que c'est un petit peu pareil, il y a quand même une tendance dans les personnes autour de la violence sexuelle qui sont dans cette revendication d'une forme de grande différenciation homme-femme, et avec toute la terminologie qui va aller avec, la non-mixité, la sororité, etc., le care entre femmes, etc., pour mettre en lumière les violences spécifiques sur les femmes qu'on a longtemps tues, comme les violences conjugales, comme le viol conjugal, etc. Et de l'autre côté, une autre tendance qui va être, on va dire, plus universaliste, ou je sais pas trop comment dire, où finalement, on est avant tout être humain, qu'on ait un pénis ou un vagin, finalement, on est des humains. Et puis après, on a des petites couches d'identité qui s'accumulent les unes aux autres. Et face à la violence, on est les mêmes dans notre difficulté, dans notre souffrance d'être humain. On a plus de choses communes que de différences. On a des différences, mais on a plus de choses communes que de différences. Et j'ai l'impression que toi, ta démarche, elle a tendance à dire ça, dire que non, en fait, on devrait pas... On pourrait être, dans le cadre de l'accueil de ces personnes en difficulté, on peut être entre guillemets aveugle au genre. Ça ne rentre pas en ligne de compte. On a une personne qui doit faire un parcours de reconstruction, quel que soit son genre. Bien sûr, c'est ça en fait qui me tient à cœur. En fait, c'est pas une question de genre. Et même si au départ j'avais commencé des groupes avec des femmes, parce que c'est vrai que je ne pensais pas que ce que je faisais aurait une résonance pour les hommes. Mais ça en a une. Moi, je vois tes posts. Il y a plusieurs hommes qui répondent souvent. Merci du travail que tu fais. Il y a des hommes qui répondent. D'ailleurs, dans mon parcours, pourquoi je fais tout ça pour les hommes aussi ? Parce que dans mon parcours,
reconstruction, moi j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont aidé dans mon parcours personnel, tu vois, et je pensais pas recevoir du soutien parce que je me suis dit un homme il pourra jamais comprendre, c'est pas une femme, regarde même une femme t'as pas vécu ça, tu peux essayer de comprendre, et je me dis mais un homme il pourra jamais comprendre, mais en fait c'est faux parce que moi-même j'avais beaucoup de préjugés, je faisais même des amalgames à un moment dans ma vie quand j'étais jeune, quand j'ai vécu ça, je me disais ah les hommes c'est tous des connards, après je me suis dit tous les hommes chinois ils sont voilà, mais parce que je pensais que tout le monde était pareil. C'est faux, en fait. Tu fais des amalgames comme ça et c'est dangereux. Après, petit à petit, quand j'ai travaillé sur moi... C'est dangereux parce que ça met des catégories de personnes, en fait. Bien sûr, ça met des catégories. Et ça nous bloque des possibilités. Oui, et c'est comme si tu portais des œillères. Après, moi, j'ai fait quand même tout un travail personnel et je me suis dit, non, en fait, cette façon de penser, elle est erronée. C'est comme tu mets des gens dans des cases et c'est faux. C'est pas parce que tu fais partie de telle ou telle... C'est un peu ce que je disais des fois aux thérapeutes aussi, hommes, vu que je suis un thérapeute homme aussi. Je dis oui, il y a certaines choses que je peux peut-être pas vraiment réaliser corporellement parce que je suis pas une femme. Il y a certaines choses que je peux pas réaliser psychologiquement parce que j'ai pas ce parcours de victime, etc. Néanmoins, ça ne devrait pas empêcher l'empathie, ça ne devrait pas empêcher de pouvoir appliquer de l'aide psychologique, psychothérapique ou autre. Pour ces personnes-là, ça ne devrait pas empêcher une solidarité et ça ne devrait pas être lié à ce que nous sommes de spécifique, mais plutôt à ce que nous avons de commun, les choses qui nous rassemblent plutôt que les choses qui nous différencient. Et je trouve que ça rejoint vachement ce que tu dis. D'accord, c'est quand vrai. tu t'es dit, mais un homme, il pourrait pas comprendre ça. Oui. Et en fait... moi, étonnamment, quand j'ai partagé mon histoire avec des hommes, d'ailleurs, c'est des amis hommes souvent qui m'ont beaucoup encouragé à libérer ma parole et qui m'ont encouragé à me former en coaching, à aller en formation, des choses comme ça. Et je dis pas que les femmes m'encourageaient pas, mais les hommes, j'étais tellement étonnée que on m'encourage et je dis mais en fait ces personnes je pensais pas qu'elles pourraient me comprendre et au final c'est elles qui me poussent au-delà de ma zone de confort, en fait ça m'a tellement aidée et ce projet pour les hommes, je trouve que ça avait tellement de sens et pour moi c'est une façon aussi de rendre hommage aux hommes qui m'ont aidée dans ma vie, en fait, qui m'ont tellement encouragée à me libérer, en fait, à me libérer et m'affirmer, et c'est quelque chose qui, je trouve ça a du sens aussi pour moi, en fait, pour me réconcilier aussi avec le genre humain masculin, parce que moi-même j'ai eu des pensées, j'admets, quand j'étais jeune, j'ai eu des pensées comme ça et qui arrivent souvent chez les personnes qui ont eu des violences. Et c'est pour ça que les hommes sont tout à fait, et ça arrive, voilà, toutes les participants ne sont pas comme ça, mais j'ai des personnes qui peuvent penser ça et je peux comprendre parce que moi-même je l'ai vécu, mais c'est une étape et à un moment tu dois surmonter ces préjugés-là, et c'est pour ça que le groupe, comme tu dis, un groupe mixte, c'est quelque chose qui me tient à cœur, je sais pas quand, mais dans les prochains mois j'aimerais proposer ça. T'aimerais travailler ce projet. Tout le monde ne sera pas prêt mais les personnes qui sont prêtes et tout, elles peuvent entrer dans un groupe mixte, et en réalité, tu verras que quel que soit ton genre, tu peux partager, tu peux évoluer avec un groupe qui regarde dans la même direction, c'est vraiment ça. Et c'est pas une question de sexe. Ouais, non, mais tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment ça. Et c'est une façon de réconcilier peut-être les personnes. J'ai à cœur de faire ça parce que moi-même j'avais des préjugés comme ça. Je me suis dit, les personnes, qui peut-être pensent, que les hommes sont mauvais, etc. Si tu prends conscience que même il y a des hommes aussi qui subissent des violences, comme il y a des femmes qui sont agresseurs, en fait, tu vois, il faut remettre des choses à leur place. Et c'est pas tout le monde à mettre dans le même panier. C'est pas parce que statistiquement, il y a une différence statistique qu'il y aurait une différence fondamentale dans le vécu de deux personnes et dans l'humanité qui les relie, finalement. Mais bien sûr, et moi je préfère aussi voir qu'est-ce qui nous rassemble que ce qui nous différencie, je suis tout à fait d'accord. Et puis, non, mais j'entends bien. Puis c'est bien d'imaginer qu'il n'y ait pas de nature. Justement que c'est pas une nature. C'est-à-dire que de dire finalement, même si moi je suis assez d'accord avec les conclusions majeures, si tu veux, des chercheurs en féminisme, etc. là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une certaine favorisation dans certains domaines des hommes, ou qu'il y a ce qu'on appelle une culture du viol, quand on a tendance à se demander comment une fille était habillée, etc. C'est vraiment quelque chose qui est inimaginable, et je suis tout à fait d'accord, mais mais pour autant, ce que tu dis, si j'entends bien, tu m'arrêtes si j'ai mal compris, mais finalement de dire, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est victime par nature et un homme qu'on est agresseur par nature. Tout peut se passer, et c'est plutôt ce qui nous rapproche que ce qui nous éloigne, en fait, qui nous met dans ce groupe de parole. Ce qui nous rapproche, en fait, on peut s'en servir pour faire avancer la cause et mettre des choses en place. Si on se concentre sur ce qui nous fait diverger, tu vois, et je vois pas comment on peut rassembler nos forces pour avancer et faire évoluer les choses, en fait. Moi, je préfère me concentrer sur ce qui nous rassemble. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Oui, non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est très limitant de penser, agresseur, victime, et puis même, je souligne que les personnes qui sont agresseurs, hommes ou femmes, mais souvent les personnes, qui commettent ce genre de crimes,
il y a une grande partie de personnes qui ont vécu eux-mêmes ça, comme des enfants battus qui vont reproduire en fait ce schéma, qui vont battre leurs enfants. Il y a des hommes ou des femmes agresseurs qui ont eux-mêmes vécu des violences sexuelles dans l'enfance. L'immense majorité, ouais. Donc voilà, je connais pas les chiffres exactement, mais ça doit être peut-être, je sais pas, 80% Alors, ou quelque chose comme ça, mais... Ça dépend comment on compte. C'est vrai que moi, les études sur lesquelles je m'appuyais à l'époque, quand je travaillais dans ce domaine-là plus spécifique, parce que moi, pendant 2 années, j'ai travaillé aussi en prison, donc j'ai vu aussi d'autres choses. En dehors de la prison, on va dire, on rencontre plus en thérapie évidemment les victimes, et c'est la majorité de mes patients et patientes. En prison, on rencontre aussi les auteurs. Bien sûr. Et en fait, apparemment, il semblerait que statistiquement, on est quand même sur les violences sexuelles, on est 2/3 à peu près des auteurs qui aient vécu des violences sexuelles, eux aussi. Si tu ajoutes les violences physiques aux violences sexuelles, parce qu'il y en a qui ont vécu des violences physiques ou psychologiques, etc. Et là, c'est quasi tout le monde, c'est-à-dire que la plupart, et en tout cas l'expérience clinique de tous mes collègues, au-delà de la statistique, vraiment l'expérience clinique qu'on a, c'est quand on discute avec un auteur, on trouve très souvent un truc assez violent quand même, pas du genre je cherche la petite bête jusqu'à trouver quelqu'un qui t'a embêté, mais vraiment assez facilement on trouve un truc quand même assez violent, physiquement, voire psychiquement, voire sexuellement, voire tout ça à la fois. Et donc en fait oui, c'est la grande majorité, bien sûr. Oui, une grande majorité. Donc les agresseurs, si tu cherches bien, ils sont pas que agresseurs, ils sont aussi eux-mêmes victimes. C'est ça. Donc, et justement toute la difficulté que j'avais à expliquer qu'il fallait sortir des étiquettes, moi, c'est-à-dire que quand je disais les agresseurs sont aussi victimes, c'est vrai qu'il y a toujours des gens pour te dire quoi, vous essayez de les comprendre et de les défendre. Alors c'est pas ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait, ça n'enlève rien à ce qu'ils ont fait, absolument rien. Voilà, il faut regarder aussi les choses, ça explique que des choses puissent se reproduire, etc., et que les personnes ont... Disons que, je suis d'accord avec toi, statistiquement ce qu'il faut dire là-dessus quand même, c'est que l'immense majorité des agresseurs ont été victimes, mais l'immense majorité des victimes ne deviendront jamais agresseurs. Des fois c'est la crainte des gens, j'ai été victime, est-ce qu'il y a des chances que je le refasse? Dans l'immense, alors là c'est une énorme statistique, c'est la majorité du temps, non, ça n'arrivera pas, personne n'aura de pulsion de violence, c'est une petite minorité. Et donc, par contre, parmi les agresseurs, effectivement, là, par contre, c'est la majorité d'entre eux qui a été victime. Ça veut aussi dire que tenir compte de ça, c'est aussi être préventif. Qui n'ont pas été accompagnés aussi dans un parcours de soins, etc. Des victimes qui sont tous sauf résilientes au moment où elles arrivent à l'âge adulte. Et donc, du coup, soigner les victimes, c'est soigner les auteurs. Soigner les auteurs, c'est éviter d'autres victimes. Parce qu'il y a des auteurs qui ne prennent même pas conscience, en fait, c'est ça. En général, et d'ailleurs, en général, le fait d'avoir été victime les empêche de prendre conscience. Bien sûr. Le fait d'avoir été dans une rationalisation ou dans une... leur empêche de prendre conscience de la gravité de leurs actes. Le fait d'avoir été dissocié leur empêche ça. Donc, c'est intéressant de ramener un peu de complexité et de bien dire que c'est des niveaux différents. Il est bien évident que moralement, juridiquement, philosophiquement, tout ce qu'on veut, c'est inacceptable, impardonnable, ça n'enlève absolument rien, la sanction est justifiée, etc. Ça permet juste de comprendre la complexité d'un phénomène. Mais quelquefois, on colle une étiquette aux gens, mais en fait, en réalité, on peut avoir plusieurs étiquettes aussi, et puis voilà, c'est pas... Et puis ça marche mal, les étiquettes, parce que quand on regarde quand même, souvent, justement, moi, je trouve, et là, vraiment, je veux pas parler à la place des victimes, mais parler de la parole qu'on reçoit des victimes, et tu dois sûrement entendre cette nuance-là parfois aussi, c'est-à-dire que coller des étiquettes de victime, agresseur, monstre versus victime, etc., parfois c'est des étiquettes qui sont très difficiles à entendre et à recevoir pour les victimes. C'est-à-dire qu'à la fois la victime qui ne veut pas avoir une étiquette de victime et n'être que ça, et à la fois... Quand c'est compliqué, par exemple, quand c'est dans la famille, quand c'est des choses comme ça, et des fois c'est quelqu'un qu'elle connaissait, avec qui elle avait une relation, et qui parfois cette relation avait aussi des bons côtés et aussi des mauvais côtés. Et d'un seul coup, qu'on lui impose de lui dire tout est blanc, tout est noir, à la fois cette personne-là n'a que des aspects négatifs et tu dois la considérer comme un monstre. Si tu as le moindre aspect positif à cette relation, c'est que tu es victime de son emprise. Et inversement, des fois, la personne peut être très mal en disant c'est quelqu'un que je connaissais. Alors, je parle des cas où la victime connaissait l'auteur, qui sont la majorité, et des cas où la victime connaissait l'auteur et avait une relation correcte avec cette personne, ce qui est aussi un cas... Voilà. Dans ces cas-là, par exemple, une pure étiquette n'arrive généralement pas à apaiser la personne. Elle arrive à être apaisée quand elle a accepté aussi la complexité qu'il peut y avoir là-dedans. Le fait que, à la fois, c'est... telle personne qui a fait un truc super interdit, très grave, qui doit être punie pour ça et qui est impardonnable. Et dans le même temps, j'ai pas que ces souvenirs-là avec cette personne, j'en ai aussi d'autres
et les deux sont vrais. Les deux sont vrais en même temps. Et ça montre la complexité qu'il peut y avoir dans ces affaires-là, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette écoute respectueuse, sans jugement. Oui, c'est vraiment ça l'important, ne pas juger en fait. Parce que de pas juger et de laisser les choses s'exprimer. Il y a des gens qui seront très dans un sens, très dans l'autre, un peu entre les deux. Il faut avoir beaucoup de respect et on peut pas parler à leur place en fait. Non, tout à fait. Et puis on peut pas faire ce chemin à leur place, moi, comme les groupes. Enfin là, on écoute sans jugement, mais on n'est pas là pour donner des conseils, c'est à chacun de trouver sa solution. Puis la diversité des parcours que tu as dû rencontrer. C'est ça qui enrichit aussi, qui m'enrichit personnellement. C'est qui aurait pu penser que tu pourrais dire de ça que c'est... je sais pas si je mets encore des guillemets, mais c'est les résilientes, pour toi c'est une belle aventure. Ouais, c'est une belle aventure. Je pensais pas qu'en ouvrant mon blog il y a 2 ans, ça me mènerait aussi loin. Mais aujourd'hui, je me dis finalement, je peux faire encore tellement plus. Toute seule, je peux pas. Mais avec toutes les personnes qui se joignent à la cause et qui m'aident, en réalité, on n'aurait pas pensé. C'est incroyable de se dire que justement en partant d'un événement dramatique, d'un parcours de reconstruction, d'une idée, et puis que ça donne ça, et puis que tu as envie d'aller plus loin. Alors, je sais pas, parce que ça fait un bon moment qu'on parle, je sais pas s'il y a encore des gens qui écoutent à ce stade-là de l'enregistrement. Ils ont peut-être raccroché déjà. Ils ont peut-être raccroché ou ils dorment. On va parler pour ceux qui nous écoutent. Alors. Voilà. Et du coup, mais du coup, j'espère qu'il y a d'autres gens qui feront des choses et qui seront inspirés par ta démarche. Moi, je trouve ça extrêmement inspirant, éclairant. Ça m'apprend beaucoup de choses. Ça me touche énormément, tu sais. Enfin, pour moi, c'est une façon de contribuer à mon échelle, en fait, à cette cause qui me touche personnellement. C'est vrai que j'aurais pas vécu ça. Je ne pense pas que je me serais investie autant. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est vraiment lié au sens, en fait. Pouvoir donner un sens à mon épreuve que je n'ai pas choisie, mais c'est moi qui choisis ce que je veux en faire, et donner un sens qui peut aider les gens, en fait. Moi, ça m'aurait aidé, tu vois. Moi, je fais ce qui m'aurait aidé. J'aurais aimé qu'à 15 ans, quelqu'un vienne me voir et me dise, Anya, ce qui t'arrive, ok, c'est terrible, mais ça ne te définit pas. Ça va pas conditionner le reste de ta vie. J'aurais aimé qu'on me le dise. Et ça, j'ai mis tellement de temps à le comprendre. J'aurais aimé qu'on me dise, ok, tu vas pas rester victime toute ta vie. Et d'accord, aujourd'hui, tu peux être malheureuse et c'est normal. Et il y a des hauts et des bas et tout. C'est ok. Mais un jour, tu vas te reconstruire, tu vas avancer, tu vas être heureuse. J'aurais tellement aimé qu'on me dise ça. Donc voilà, aujourd'hui je partage ça parce qu'en espérant que peut-être que ça pourra aider des personnes à gagner quelques années sur leur parcours. Mais je fais ce que j'aurais aimé qu'on me dise et je dis ce que j'aurais aimé entendre moi-même en fait, et que je n'ai pas entendu, mais c'est ok. Et aujourd'hui je peux le faire. Et c'est vrai qu'on vit à une époque où il y a des réseaux sociaux, il y a Internet et tout, il n'y avait pas tout ça il y a plus de 20 ans. Donc, et aujourd'hui, tu sais, je me suis tuée autant d'années, j'ai plus envie de me taire en fait. J'ai envie de parler parce que ma parole compte, comme celle de toutes les personnes qui passent par là. Vraiment, moi, j'encourage les gens à parler parce que notre parole compte. Et ce qui est important, c'est moi, je pensais que j'étais seule en fait. Mais c'est une sensation que j'avais. La sensation que j'étais seule, ça veut pas dire qu'on est seul. On peut choisir en réalité de sortir de cette solitude. Et c'est pour ça que je te disais, je pense que le temps est venu vraiment qu'on entende les gens comme toi qui disent je ne suis pas seul à être passé par cette épreuve-là. Parole qui commence à éclore et qu'il faut qu'elle continue à éclore. Et je ne suis pas seul. Toi, ce que tu amènes en dimension supplémentaire, je ne suis pas seul. J'étais seule, mais je ne suis pas seule. Et je ne suis pas seul à sortir de ça. Je ne suis pas seul à avancer. Je ne suis pas seul à me reconstruire. Il y a d'autres gens, tu peux en témoigner, tu en as vu. Et la force d'un groupe, ça t'amène tellement plus loin, en fait, tu vois. De dire, mais finalement, je suis pas seule, je suis pas folle. Ah c'est normal si j'ai ressenti ça à ce moment-là, etc. Ça te donne quand même beaucoup d'énergie pour avancer. Et les personnes me partagent ça, je leur demande souvent à la fin d'un groupe avec quoi elles repartent et comment elles se sentent. Elles me disent souvent, je repars avec la force d'un groupe en fait. Et le groupe, ce qui est puissant, même, c'est juste écouter les parcours des autres. Rien que d'écouter, c'est dur d'écouter, tu sais. Mais t'es déjà plus seul. Voilà. Ce que tu entends, sûrement que ça peut rentrer en résonance avec toi. Et l'écoute, c'est déjà une étape en avant dans ton parcours, de savoir écouter quelqu'un. Ah bah oui. Et d'accepter que ça lui soit arrivé et que je t'entends et je reconnais ta souffrance et je l'accepte. Et ça c'est énorme déjà.
Quelquefois, une victime, tu sais, elle ne cherche pas de solution, elle vient pas en groupe pour qu'on trouve des solutions à sa place, pas du tout. Je n'en donne pas d'ailleurs de solutions à la place des autres, parce que les solutions, ça vient de soi. Ouais, mais là, ce qui est génial, c'est que ça vient de soi, et c'est le groupe qui les fait émerger chez la personne. C'est le groupe qui fait le travail. Moi, je suis juste là pour cadrer et que les gens répartir le temps de parole, etc., et proposer des thèmes où souvent même les thèmes sont proposés par les participants. Tu rends le groupe thérapeute. C'est le groupe qui est thérapeute de la personne. Et un jour, je partage un projet. Un jour, j'aimerais avoir des groupes qui soient autogérés, c'est-à-dire que avoir des groupes que de participantes ou de, j'aime pas, anciennes victimes entre elles, tu vois. Et peut-être que ça pourrait se faire aussi sans coach comme moi ou sans thérapeute, etc., qui sont autogérés par d'anciennes, mais en posant des cadres, etc. Peut-être qu'il y a des cadres à poser, peut-être qu'il y a nécessité de quelqu'un pour un peu arbitrer, je ne sais pas. Ou quelqu'un qui joue un peu le rôle de modérateur, mais quelqu'un mais il y a beaucoup de choses à faire. Les groupes, c'est tellement complexe et riche en fait. Ouais. Et c'est que le début, comme tu dis. C'est que le début. Vraiment, moi en tout cas, je te souhaite vraiment que ça se poursuive parce que je trouve que c'est une aide vraiment magnifique pour les gens. J'ai été très touché par le projet quand j'en ai entendu parler, mais avec maintenant que tu me l'as détaillé un peu plus, je trouve ça vraiment remarquable et j'aime beaucoup cette démarche que tu as d'exploration de tout ce que tu as appris. T'es pas arrivé en disant bonjour, je suis une ancienne victime résiliente, donc j'arrive et je vous dis que non, tu t'es laissé emmener aussi par ces groupes-là. C'est les groupes qui m'ont fait évoluer, tu vois. Moi, je n'ai pas la science infuse et je connais pas les réponses pour les autres. Je ne sais pas ce que les groupes pour les autres aussi. Toi, tu amènes le cadre et eux amènent le contenu. Oui, j'amène un lieu sécure pour pouvoir échanger en toute confidentialité, sans jugement, en toute bienveillance. Et ça, c'est déjà énorme en fait d'avoir ça. C'est pas partout que tu le trouves. Hein. C'est ce qu'on dit aussi en thérapie brève. On dit qu'on va guider en suivant. Tu les guides, mais tu les suis. Oui, en fait, c'est vrai que je les suis et je vois ce que le groupe m'apporte et moi, j'apprends énormément de ça. Et le fait tu sais, les résilientes, ça fait partie, moi, clairement, de mon parcours de reconstruction. Peut-être que moi, j'avais besoin de ça, en fait. C'est une façon aussi d'avancer encore plus loin dans mon parcours personnel, de créer ces espaces-là. C'est ce que j'aurais aimé avoir, moi, il y a quelques années, qui n'existait pas. Et c'est ma contribution, on va dire, ma contribution au monde, en fait. Et j'espère que ça perdurera après moi. Ta contribution, t'as raison. J'espère que d'autres personnes continueront aussi cette aventure. En fait, c'est pas mon projet personnel, tu vois. Non, mais ça contribue à quelque chose. J'ai donné l'impulsion. Et je veux que ça continue après moi. Ça me fait penser à cette phrase, je ne sais plus qui avait dit ça aussi, je me demande si c'est Mère Teresa ou quelqu'un d'autre, mais qui a dit ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si nous ne le faisions pas, cette goutte d'eau manquerait à l'océan. Ah oui, voilà. C'est beau. Et je pense que, effectivement, on peut avoir l'impression que c'est des petites gouttes d'eau comme ça, ce que tu fais, mais c'est important pour l'océan, quoi. Moi, en tout cas, qui m'intéresse à ces problématiques-là, ça m'éclaire bien, ça m'éclaire beaucoup, et j'espère vraiment que c'est un projet qui va continuer de fleurir, de se développer, et même toi, je pense, dans ton parcours, avec d'autres choses que tu vas apprendre, tu vas sûrement encore enrichir cette pratique. C'est vraiment, mais d'ailleurs, c'est vrai, tout ce que je fais dans l'asso, les groupes et tout, ça m'a donné envie d'apprendre encore plus, d'apprendre des outils, d'avoir des choses que, de trouver ta voie. Tout à fait. Et tu sais, le sens, tu parlais de donner du sens. Le sens, c'est tellement important pour moi. Le sens, ça a plusieurs significations. T'as le sens au sens des 5 sens, les sensations. Oui, c'est vrai. Et le sens dont tu parles, c'est le sens au sens d'une signification. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une signification. Mais tu sais que le sens, ça veut aussi dire la direction, dans quel sens on va. Ouais, c'est bon. Tu vois ? Tout à fait. Et je trouve que là, tu as donné du sens au sens d'une signification. On t'a retrouvé tes 5 sens au passage. Aussi, j'ai trouvé mes 5 sens, c'est vrai. Je trouve qu'il y a une direction. On va quelque part avec ça. On va quelque part. On va dans un endroit où on serait reconnu pour ce qu'on est. On va dans un endroit où on serait en contact avec nos ressources, on va vers un endroit où on serait en contact avec d'autres personnes qui peuvent entendre notre histoire et en l'entendant, l'enrichir et nous donner encore plus de compétences avec une espèce d'émulation comme ça collective et que je trouve génial. Ça rend très modeste en tout cas de t'écouter parce que on se dit vraiment faut qu'on je le sais déjà et j'essaie de m'en rappeler tous les jours, mais vraiment se rappeler que quel qu'on soit, je m'adresse à mes collègues aussi, qu'on soit thérapeute, psy, n'importe quoi, c'est pas nous qui avons les compétences, les gens en ont tellement plus que nous, et il faut bien se dire que on n'est pas grand chose à côté de tout ce que les gens mobilisent. Je passe mon temps à dire aux patients que la thérapie, elle est pas dans mon bureau, elle est entre les séances, c'est ce qu'ils font eux en fait. Et je trouve que ce que tu fais nous prouve ça, prouve que les gens quand ils se mettent ensemble, ils arrivent à faire des trucs incroyables, et voilà, moi ça m'épate, ça me touche beaucoup, et voilà. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on parle, donc je pense qu'on va peut-être conclure. Est-ce que est-ce que toi il y avait un sujet que tu tenais du coup
particulièrement abordé, ou est-ce que tu as l'impression qu'on a un peu fait le tour? Comment tu... Je pense qu'on pourrait encore parler des heures, tu vois. Ah bah moi je pense qu'on peut rester 3 jours en même temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de choses. C'est vraiment... c'est quelque chose qui me... je t'ai vraiment touché que tu m'invites là pour ce podcast. Non, mais moi ça me fait vraiment plaisir. Et de pouvoir partager sur ça, en fait, sur un chemin de transformation personnelle, en fait, et de connaissance de soi, en fait, c'est vraiment ça. Et t'as raison, je pense que dans notre métier d'accompagnant, tu vois, bon, qu'on soit médecin, psy, thérapeute, coach, peu importe, en fait, mais c'est vraiment important de rester quand même humble, en fait. Moi, je ne sais pas tout, je suis pas en position de sachante, je suis pas là pour te dire ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon, et ce que tu dois faire, en fait. Non, ça marcherait pas comme ça. D'ailleurs, moi, ma thérapie, elle a marché aussi parce que ma thérapeute m'a laissé l'espace pour que moi, je trouve mes solutions à moi. Je me rappelle très bien, un jour, je lui ai dit, est-ce que c'est ça que je dois faire? Et il m'a dit, oui, ça peut être une bonne option, et j'attendais que vous le trouviez. Moi, je n'ai pas le droit de vous le dire. Et moi, je serais toujours reconnaissante, parce qu'elle m'a pas dit ce que je devais faire. Et elle aurait pu me dire en bout de, je sais pas, une séance. Elle t'aurait pas rendu autonome. Mais ça m'aurait pas rendu service. Autonome et libre. Et moi, l'important, c'est vraiment important dans les groupes de parole que les personnes soient responsables de leur vie et qu'elles soient autonomes. Et comme tu dis, il y a un travail qui se fait en dehors du groupe, comme il y a un travail qui se fait en dehors d'une séance de thérapie. Et moi, le gros travail se faisait d'ailleurs entre les séances de thérapie, comme en dehors entre les séances de groupe. Et c'est hyper important de rendre aux gens l'autonomie sur leur vie et la responsabilité sur leur vie. C'est ça c'est important pour moi. C'est ça. Cette autonomie, elle va naître dans cette relation, dans ce lieu sécure. Ça va faire naître une autonomie. En tout cas, ça peut y contribuer. Ouais. Voilà, ça peut y contribuer. Et pour elle aussi, d'ailleurs, c'est un des éléments de leur parcours. Et vraiment reprendre la responsabilité de ta propre vie, c'est quelque chose de fondamental dans un parcours. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot victime, parce que victime, ça veut dire que tu t'es pas, reprendre sa responsabilité. Tu peux pas reprendre la responsabilité, non. Donc tu ne subis pas et tu deviens acteur de ta vie. Et c'est bien les personnes qui sont résilientes. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est pas une association qui s'appellerait, je caricature, mais qui s'appellerait la résilience. Non, c'est les personnes. C'est la personne qui est résiliente. C'est la personne qui fait quelque chose, qui est active. Et donc, oui, il y a une résilience. Oui, c'est pas un mot générique, mais moi, j'avais envie de créer une communauté. C'est ça qui me parlait. Un mot qui fasse communautaire. Et en même temps, ton mot, en plus de parler d'une communauté, il dit que c'est la personne qui s'en sort, c'est cette personne-là qui a travaillé et qui se le doit elle-même, et on peut la féliciter pour ça parce que c'est elle qui l'a fait, c'est pas une aide qui est venue de l'extérieur, c'est ni une identité de victime, parce que là l'identité de victime elle aurait été collée par l'agresseur et ça c'est catastrophique, c'est ni une identité de guérison qui serait imposée par l'extérieur, mais c'est une identité de résilience qui est vraiment l'idée que c'est quelque chose qui naît dans l'individu, la résilience, c'est pas quelque chose qui naît ailleurs que dans l'individu. Ça s'appelle ni traitement, ni guérison, ni tous ces mots-là qui, dans l'origine, dans les mots médicaux, voulaient dire ça vient de l'extérieur, ça vient de la personne. Et c'est ça aussi, ça dit beaucoup de choses, en fait, finalement, tout ça. Merci pour tout. Merci Philippe. À toi. Je suis ravi. J'espère que ça a plu à tout le monde. Effectivement, je pense que j'aurais pu encore y rester pendant 3 jours à poser des questions à Ania et à discuter de ces sujets passionnants. Je reviendrai. Et tu nous parleras de tes nouveaux projets. Avec grand plaisir. Ce sera un grand plaisir. En tout cas, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous le blog, sous le podcast. Donc le podcast, vous l'avez écouté peut-être sur Apple Podcast, peut-être que vous l'avez écouté sur SoundCloud. Dans tous les cas, vous pouvez laisser des commentaires, discuter, poser des questions. Je mettrai aussi les liens du podcast sur mon Facebook, donc on peut aussi en discuter sur Facebook, sur Twitter, pour échanger à ce sujet et sur le travail d'Ania. Dans la description du podcast, je mettrai le lien vers le fameux reportage Combini qui a été la porte d'entrée à tout cela. Donc vous aurez toutes ces ressources-là et n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, et puis n'hésitez pas à le partager aussi sur vos propres réseaux. Et je ne dis pas ça que pour faire de la pub pour mon podcast, mais aussi pour promouvoir le superbe travail qu'elle fait et qui est très très important. Voilà, Ania, merci. Un grand merci Philippe. À bientôt. À la prochaine, avec grand plaisir. C'était Avec un sucre, un podcast animé par Philippe Haïm. Vous pouvez commenter et partager l'épisode et retrouver tous les épisodes précédents sur les réseaux sociaux. Et si la vie est trop amère, prenez-la avec un sucre. Avec un sucre ?
j'écoute en accéléré. Même mes vidéos YouTube, j'écoute tout en accéléré. Mais comme moi, je parle très vite, donc je mets tout en accéléré et j'ai l'impression que c'est le rythme normal. Mais... Avec un sucre ?